Si quelqu'un me voyait en ce moment, il pourrait croire que je parle tout seul. Et la rareté de mes propos lui laisserait à penser que je suis légèrement fêlé. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, je suis en train de dicter un petit magnétophone japonais dernier écrit, arrivé tout exprès sur le marché pour recueillir mes perles de sagesse avant qu'elles ne s'évanouissent dans les limbes du non-enregistré. Ce qui serait, osons le dire, une perte irréparable. Et oui, tant de paroles sublimes se sont évaporées au cours des siècles comme rosée du matin. Alors qu'aujourd'hui, grâce à cette petite merveille, le moindre lieu commun, la plus insignifiante connerie, ont droit à l'immortalité. Quel progrès! Mes ennemis, je me flatte d'en avoir beaucoup, me considèrent comme insupportablement vaniteux. Mais sans doute parce que je suis critique musical. Si j'étais pianiste ou joueur de flûte traversière, ils me trouveraient certainement beaucoup plus modeste. Mais enfin, restons honnêtes jusqu'au bout. J'ai acheté ce jouet dans un but bien particulier, et cependant, j'en suis encore à m'enivrer du son de ma voix, tout à la fois intime et olympienne. Une voix qui inspire le respect des autres et de moi-même. Évidemment, l'usage abusif de cet instrument risquerait de nuire à ma concentration, à mon raisonnement, enfin toutes ces choses auxquelles je tiens tant. Mais les événements de ces derniers jours ont bouleversé toute la discipline de ma vie passée et j'ai ressenti le besoin de me confier à ce petit oracle. Voilà, il y a 6 jours, j'étais là, exactement où je suis aujourd'hui, dictant paisiblement le pénultième chapitre de mon prochain livre sur la 10e symphonie de Beethoven. Oui, spéculation érudite sur ce qu'elle aurait pu être en partant des 9 existences. Lorsque je fus interrompu, comme d'habitude, par ma chère femme... Oh, je ne voudrais pas t'interrompre. C'est déjà fait. Je suis désolée, mais pour entrer, je suis bien obligée de passer par cette porte. Oui, oh, j'ai vu. Non, mais rassure-toi, je ne faisais rien d'important. Tu crois? J'ai toujours l'impression que tu fais quelque chose d'important. Même quand tu fais la sieste, ton sommeil a l'air d'être important. On ne sait pas d'être désagréable, tu n'y arrives jamais. Bon, alors maintenant, raconte-moi tout. Comment était-ce? Je crois que je ne pourrais plus le supporter. Mais c'est ton fils autant que le mien. Non, non, mais attends, on dirait qu'il se drogue ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu vas chercher? D'abord, au fait, quel âge a-t-il exactement? 22 ans. Tiens, je croyais 21. 22 et bientôt 23. Alors 22 ans, 4 symphonies complètes à son actif, avec une espérance de vie normale, il devrait pouvoir en composer une centaine, comme Haydn. Je suppose qu'il a été copieusement sifflé, comme d'habitude. Tu attends, sa musique est très jolie. Mais nous ne vivons plus à l'âge de la jolie musique. Les arts doivent être le reflet de leur époque, et la musique d'aujourd'hui se moque de la délicatesse. Il ne m'a rien dit, tu sais, mais je suis sûre qu'il est profondément blessé. Mais enfin, pourquoi tu n'assistes jamais à un de ses concerts? Enfin, Jessica, je suis le critique musical de Londres. Je ne peux pas me permettre d'y aller. Mais Harold Poon était là, et Malcolm Gibling aussi. Mais ni Harold Poon, ni Malcolm Gibling ne sont le père de ton fils, Jessica. Et de toute façon, comme je connais Harold Poon, il lui fera un papier indulgent, oubliera les sifflets, exprès pour m'embêter. Quant à Malcolm, il insistera sur les sifflets, exactement pour la même raison. Non, enfin, bon Dieu, ma chérie, sans être d'une intelligence supérieure, tu sais très bien qu'on ne joue les œuvres de ce garçon que parce qu'il porte mon nom. Oh, Stéphane, oh non, vraiment, je ne peux plus supporter ta vanité. Mais demande à n'importe qui, demande à Harold Poon. Oh, tu sais, les sifflets, il n'y en a pas eu tant que ça. Juste un tout petit peu, quand une partie du public a applaudi trop fort. Oui, oh, ça, je vois très bien qui c'était. Des écologistes, des hippies à la retraite qui pensent que malheur ne peut pas se tromper. Mon Dieu, malheur. Des cordes sanglotantes, des trompettes larmoyantes. Oh, il y a place pour l'émotion dans la musique. Oui, pour Wagner, peut-être pour Berlioz, sûrement. Mais leur musique a déjà été écrite, et beaucoup mieux qu'elle ne pourrait l'être aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que nous sommes au siècle de l'ordinateur, du calculateur, de l'enregistreur. Alors pourquoi écrire aujourd'hui pour des promenades bucoliques ou des pique-niques pastoraux? La Valkyrie est membre du MLF, tu comprends? Et si c'est là le talent de mon fils? Et oui, bah, alors il devrait avoir le bon goût de s'en passer. Ah, à propos de Valkyrie, et Irmgard était là. Irmgard, elle a sur lui une influence déplorable. Attends, c'est une jeune fille au père parfaite. Et tu sais comme elles sont difficiles à trouver. Et comme on ne peut pas avoir de cuisinière, alors hein? Bon. Je suis sûr qu'elle a applaudi trop fort, indisposant les vrais mélomanes, la jeune fille au père parfait. Elle est viennoise. Et chez elle à Vienne, on s'est apprécié une mélodie, même conservatrice.
Ah non, vraiment, il n'y a qu'à Londres qu'on risque l'infarctus en ne cédant pas au dernier caprice de la mode. Oui, enfin, Londres est à mains égards la capitale musicale du monde. Ça ne durera peut-être pas, mais pour le moment, c'est le cas. L'avis de certains critiques comme Poul, Ghibli et quelques autres dont j'ai oublié le nom. Je te remercie. Bon, je te verse un verre. J'en ai déjà un. Tu es décidé à être désagréable, hein? C'est pas la seule. Vous devriez avoir honte, monsieur Follgate. Ma chère Irmgard, vous êtes venue à Londres pour apprendre l'anglais. Il semble que ce soit chose faite, alors maintenant vous pouvez partir. Ah non, Stephen, non, ciel pas, moi aussi. Quoi? Tu sais très bien que je ne sais pas faire la cuisine. Ah non, mais vous inquiétez pas, madame, j'ai l'habitude. Il me renvoie 3 fois par jour, sauf à l'heure des repas. Oui, eh bien cette fois-ci, c'est vrai, je vous renvoie. Je ne tolérerai pas plus longtemps vos insolents. Ok, vous me renvoyez. Non, ok n'est pas anglais, mademoiselle. Ça, c'est bête. Hein? En tout cas, ça m'empêchera pas de dire ce que je pense de vous en anglais ou en flamand rose. Vous êtes peut-être un grand critique, et encore ça, il n'y a qu'un autre grand critique qui pourrait le dire, mais vous êtes un père détestable. Jessica. Ah, elle a dit père, elle a pas dit époux. Votre fils avait besoin de vous ce soir. Mais ça, il est trop timide pour vous l'avouer. Pour partager les sifflets, merci bien. Mais c'est rien, ça. Mozart aussi a été sifflé. Il y aura toujours des ploucs. Ma chère petite, si les ploucs, comme vous dites, ont sifflé Mozart, c'est parce qu'il avait 10 ans d'avance sur son temps, pas 2 siècles de retard. Mais c'est trop facile de dire ça. Vous savez par quoi ça a commencé, la musique? Par le chant. Vous, le matin dans votre bain, vous chantez. Mal, mais vous chantez. Rigoletto, un demi-ton trop haut, la Valkyrie, un quart de ton trop bas, n'est-ce pas, madame? Je ne sais pas, moi, Irmgard, je ne suis qu'une chanteuse professionnelle. Non, mais vous savez, Irmgard, moi aussi, j'ai été compositeur. Oui, enfin, il y a quelques années. Mais alors, je connais bien le problème. Mais j'ai horreur que mon fils se ridiculise et me ridiculise en même temps. Mais il n'y a qu'à voir la tête de Harold Poon à chaque première au concert, avec son sourire trop généreux qui semble dire rien ne pouvait arriver de pire à cet ignoble salaud. Il y a une justice tout de même. Seulement si moi je peux supporter la férocité de la vie publique, je ne pense pas que mon fils puisse le faire. Alors je m'inquiète pour lui. Je le crois, Irmgard. Mais moi aussi, je le crois. J'ai pas dit que c'était un monstre. Seulement un père détestable. Dieu nous préserve des jeunes filles intellectuelles viennoises et au père. C'est pas la peine d'invoquer Dieu si vous n'y croyez pas. Je vous en prie, mademoiselle Tiefenbrunner, laissez-moi vivre. Hein. Eh bien, Pascal, dois-je te féliciter? Mais je ne sais pas, moi. Peut-être. Non, pas vraiment. Oh non, mais tu sais, beaucoup de grands compositeurs ont été en but à l'hostilité du public. Nous étions justement en train d'en parler. Tu te souviens du livre sur Stravinsky que je t'ai offert pour Noël? Je comprends pas pourquoi ils étaient si violents. Ma musique est pourtant séduisante, attirante. Oui, j'ai lu la partition, tu sais. Oui, tu m'as dit que tu allais la lire. Ah bon? Oui, bah je l'ai lu. Et je pense qu'une musique attractive et séduisante, comme tu dis, n'est peut-être pas idéalement celle qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Comme dit Leonard Bernstein. Mais tu veux dire qu'aujourd'hui on ne peut pas écouter simplement de la jolie musique? Mais c'est difficile à croire. Oh papa, j'aurais tellement voulu que tu entendes ma symphonie. Écoute mon enfant, je suis assez bon musicien pour entendre une partition rien qu'en la lisant. Comme Beethoven. Parce que c'est une pierre dans mon jardin, ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tout simplement que Beethoven aurait été obligé de lire ma partition. Il pouvait pas faire autrement, il était sourd. Ah. Mais t'aurais quand même pu venir au concert et entendre vraiment ma 4e. Oui, non, je te demande pardon, j'avais mal compris. Je croyais que tu faisais une allusion détournée à mon prochain livre sur la 10e symphonie de Beethoven. Et tu en as lu quelques chapitres? Je les ai tous lus. Je ne te demande pas ce que tu en penses. Mais pourquoi pas? Oh, tu dois trouver ça trop intellectuel. Mais je les aime beaucoup. Ah. J'ai rien compris. Enfin, tu vois quand même où je veux en venir. Non, pas vraiment. Ah, pas vrai. Moi, je crois simplement qu'on doit écouter la musique telle qu'elle est jouée, sans y voir des prolongements cérébraux ou métaphysiques dont l'auteur lui-même n'avait jamais soupçonné l'existence. Enfin, Pascal, la grande musique doit posséder les sens de ces prolongements. Elle doit nous entraîner vers des abîmes prodigieux, nous propulser vers des cieux immaculés, comme... Mais ça peut aussi être agréable, la grande musique, en toute simplicité. Vous voyez, je fais ce que je peux. Je suis désagréable, pompeux, vaniteux, mais c'est lui qui me force à parler comme ça. Et en plus, j'ai l'air de le prendre pour un imbécile, ce qui n'est pas du tout mon intention. Alors, laissez-moi choisir l'honnêteté. Ne puis-je être franc avec mon fils? Mais bien sûr que si, papa. Bon, très bien. C'est toi qui l'auras voulu.
Mon cher petit, ta musique ne mérite pas ma haine. Elle est trop faible. Elle est inconsistante, vulgaire et affectée. Elle balaie les profondeurs de l'esprit comme un déodorant de supermarché. Une mousse écœurante. La seule consistance de ta musique réside dans son incroyable banalité. Et alors, si un novice comme toi a l'arrogance de donner à ce badinage trop sucré le nom exalté de symphonie, la mesure de son ambition s'étale avec toute son insolence sur la place publique et devient aussi ridicule qu'un lilliputien haltérophile ou qu'un nain sautant à la perche. Voilà. Maintenant, je m'excuse de tout, d'être ton père, d'être critique, de savoir de quoi je parle. Et je trouve infiniment regrettable que l'un de nous doive se sentir coupable afin que l'autre se juge innocent. Mais au moins, je devrais me sentir flatté d'avoir mérité la plus belle de tes invectives. Pascal, ne sois pas insupportablement masochiste. Défends-toi! Écoute, papa... Mais non, Pascal, ne lui réponds pas. Ne lui donne pas cette satisfaction, nous ne pouvons pas gagner. Mais enfin, c'est pas le moment de le dorloter, madame. Enfin, qu'est-ce que vous en savez? Bon, écoute-moi, Pascal. Pour une fois, ton père n'a pas tout à fait tort. Bon, tu vois, je le sais pas, non? Mais si. Le problème, tu vois, c'est qu'il ne peut pas parler comme un adulte. Il est trop jeune d'esprit. Et comme en plus il est jaloux de toi... Rien ne me sera épargné aujourd'hui. Laisse-la finir, Stéphane. Continuez, mon petit. Merci, madame. Vous avez mis combien de temps pour écrire votre unique quatuor à cordes? 8 ans. Et il a connu 12 versions différentes avant que je ne me déclare satisfait, plus par épuisement d'ailleurs que par conviction. J'ai su à ce moment-là que je serais critique. Vous êtes sûr d'avoir pris la bonne décision? J'ai parfois regretté que ce soit la bonne, mais j'en suis sûr. Vous n'avez jamais pu écrire un second quatuor à cordes? Non, vous savez, le premier était une application strictement académique du système dodécaphonique de Schoenberg. Oh. Oui, le vieux maître a eu la bonté de me féliciter d'ailleurs. Oh. Et il a dû reconnaître avec moi que c'était une vraie torture à écouter. Oh. Et enfin, ironie suprême, j'ai obtenu le prix Vincent Scotto. Oh. Quant à mes œuvres suivantes, elles sont mortes dans l'œuf, comme la 10e de Beethoven. Mais enfin, pour d'autres raisons. Parfait. Eh bien maintenant, sachez que c'est par pure affection filiale que Pascal vous a dit qu'il admirait vos articles. On en a encore parlé hier soir. Ah bon, où cela? À la cuisine, en faisant la vaisselle. Il veut toujours m'aider pour ne pas être une bouche inutile à nourrir. Madame, c'est pas avec ses fiches de paix qu'il va faire bouillir la cocotte. Oh, faire bouillir la cocotte à 22 ans, non mais vous n'y pensez Je pas. t'en supplie, voilà, laisse-la finir. Enfin bref, on est tombé d'accord pour dire que vos articles étaient un affront à la mémoire de Beethoven et en plus d'une prétention rare. Jessica? Ma chère enfant, je crains d'être obligée de vous donner vos 8 jours. Ah non, mais rassurez-vous, vous aurez d'excellentes références comme cuisinière. Mais je vous conseille fortement de chercher un employeur qui n'ait aucun rapport avec la musique. Pourquoi? Ah, vous êtes trop mélomane à mon goût. Oui, au mien aussi. Vous comprenez, on ne s'attend pas à ce qu'une jeune fille au père même viennoise connaisse par cœur les symphonies de Bruckner au point de pouvoir chanter les passages les plus ennuyeux. Au début, c'est fascinant. Mais quand cela commence à envahir votre vie privée, c'est franchement insupportable. Mais c'est pas une erreur de la renvoyer, c'est une connerie. Oh! Oh, eh bien, mon petit, mais notre fille est une vallée de larmes, hein? On sera réduit à faire la vaisselle toi-même et à manger des conserves. Mais c'est de ces efforts et de ces privations que naîtra l'inspiration de ta future 5e symphonie, sous-titrée Les Maîtres Plongeurs ou La Vaisselle Héroïque. Bon, je m'en irai demain. Mais alors tout ça, simplement parce que je trouve ces articles sur Beethoven prétentieux. Ma chère enfant, je me flatte de connaître parfaitement les qualités et les défauts de mes 2 hommes. Je leur ai même sacrifié ma carrière de mezzo-soprane, c'est tout vous dire. Quand vous aurez un fils et un mari, je suis sûre que vous me comprendrez. Oh! Peut-on insulter M. Folges? Cela n'a aucune espèce d'importance. Mais lui dire qu'il est vaniteux? Oh, ça, jamais. Parfaitement, ma chère. Rien ne blesse autant que la vérité. Oh! Si vous pensez ça, c'est très bien. Très inattendu de votre part. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait nous départager. Ah oui, et qui cela? Beethoven, tiens. Alors, ça, ma chère petite, si quelqu'un connaît Beethoven ici, je vous arrête, c'est bien moi. Voilà 25 ans que je tente de l'approcher.
Vous n'êtes pas rapide, vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Ouais. Ludwig, 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 si tu pouvais m'entendre. Ludwig, 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 wenn du mich hören könntest. Qu'est-ce que c'est? À la porte d'entrée. Mais enfin, quelle heure est-il? Minuit 20. Enfin, ces gens pourraient pas sonner comme tout le monde, non? Eh ben, Irmgard, allez voir ce que c'est et laissez la chaîne de sûreté, on ne sait jamais. Mais à cette heure-ci, ça ne peut être que la police. Oh, la police, voyons. Eh ben, Irmgard, voyons. Mais j'y vais, j'y vais. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a, cet enfant, bon Non, sang? mais je ne sais pas. Ich will schlafen, essen, trinken, so. Sodass ich mich ausruhen kann. Was möchten Sie, Herr Doktor? Ein paar Scheiben Brot mit Butter und Wurst, eine Ochsensuppe, ein Glas Wein? Spricht jemand? Ich höre nicht. Gib mir zum Essen. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est là, je le savais. Non, mais comment avez-vous fait? Il faut arrêter ça, Irmgard, voyons. La foi, Oh, pas de bêtises, hein, je vous en prie. une foi inébranlable qui renverse tout. C'est vrai. Mais enfin, qui est cette créature? Beethoven. Oui, c'est ça, et moi je suis Napoléon, non, ça. Ah, t'es d'une naïveté, toi. Na nu, was ist das eigentlich für ein Lokal? Wo bin ich? Servus, Herr Doktor. Sie befinden sich zurzeit in London. London! Bonn? Wie komme ich in Bonn? Da war ich wohl geboren, aber. Hören Sie zu, liebes Fräulein. Ich heiße Van Beethoven, ich bin Komponist. Und unglaublicherweise für jemand, der musiziert, bin ich leider taub. Jawohl, natürlich. Das weiß doch jeder große Künstler. Ich höre nicht! Aber ich würde so gerne eine Kleinigkeit essen. Etwas Fleisch, Fische, Käse, Früchte, Wein, Kartoffeln, Salat. Non, ça, c'est un numéro 13 au point, mais ce n'est pas Beethoven. Ein gemachtes Gänseschmalz. Ja, c'est Beethoven. Würste aller Arten, Apfelschleim, ein Geschmack. Irmgard? Il va passer. Oh! Pour la première fois, ça ressemble à Beethoven. Il y avait en lui un côté vulgaire et un penchant très net pour les serveuses. J'étais toujours convaincu. Correction, je suis toujours convaincu que ce n'est pas Beethoven, mais qu'en tout cas c'est bien imité. Et je ne dis pas ça par scepticisme. Quand on présente un primitif italien à un expert en peinture, il ne tombe pas à genoux de ravissement en s'écriant « Giotto !» Il émet des réserves pendant des mois et des mois. Je fais la même chose avec Beethoven. Enfin, avec celui qui se fait passer pour Beethoven. Enfin bref, la nuit fut très mauvaise pour tout le monde à cause de quelques ronflements particulièrement bruyants. Il me paraît étrange et peu romantique qu'un fantôme ronfle, mais étant donné sa surdité, il doit guère s'apercevoir du trouble qu'il suscite. Le lendemain matin, je fis la chose qui me semblait la plus urgente et appelai le docteur Collis-Jäger, l'otorino qui soignait ma femme quand elle chantait à l'opéra. J'espère, docteur, que je ne vous ai pas trop dérangé. Pas du tout, je partais au délice. Alors, quel est le problème? Pas votre femme? Non, rassurez-vous. Non, je n'ai pas pu vous dire grand-chose au téléphone. Vous m'auriez pris pour un fou. Rien ne me dit d'ailleurs que vous n'allez pas le faire encore. Mais enfin, vous serez prévenu. Je m'attends au pire, allez-y. Beethoven. Oui. Et alors? Il est chez moi. Ah. Et il est sourd, évidemment. Et c'est pour ça que vous m'avez demandé d'apporter plusieurs modèles d'appareils acoustiques. Je savais que je pouvais compter sur vous, mon vieux. Non, écoutez, c'est drôle, on se connaît à peine. Et pourtant, j'étais persuadé que je pouvais merveilleusement compter sur vous. Vous savez, pour moi, un cas est un cas, que ce soit Smith ou Beethoven. Après tout, il y a moins de différence entre les oreilles qu'entre les gens. Et moi, je m'intéresse surtout aux oreilles. C'est fou ce qu'on s'y attache. Bon. Alors, où sont les oreilles en question? Malheureusement, elles dorment encore. Oui, elles sont arrivées hier soir en réponse à la prière d'une vierge. Mais oui, Irmgard, notre jeune fille au père. N'est-ce pas, tout à coup, on s'est mis à tambouriner à la porte. Pam, 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 pam.
Mais comme le début de la 5e symphonie. Oh, c'est pas du meilleur goût, mais Beethoven a toujours eu un sens inné du spectacle. Et en plus, il a ronflé toute la nuit. Tiens, il s'est arrêté là. Où il est réveillé, où il a changé de position. Vous êtes sûr qu'il existe? Je ne peux rien pour vous si c'est un cauchemar. Bon, et là, je voudrais bien que ce soit un cauchemar. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Nous étions en pleine dispute de famille. Ma femme, mon fils et naturellement la jeune fille au père. Non, mais ma théorie personnelle est qu'il existe, mais qu'il n'est pas Beethoven. Ah non, tant mieux. Enfin, Beethoven ou non, il avait des oreilles. Ah ben, il est sourd. Et pour être sourd, il faut avoir des oreilles. Je ne suis pas médecin, mais il doit avoir des oreilles pour ne rien entendre avec. Normalement, oui. Eh ben, tiens. C'est évident. Ben, bien sûr. Bon, de toute façon, je vous ai apporté un nouveau modèle d'une puissance inouïe. Ah. Oui, c'est fabriqué en Corée du Sud. Oh, vous allez voir, c'est épatant. Regardez. Oh, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire comme toute nouvelle invention scientifique nous vient d'Extrême-Orient. Votre appareil auditif, mon magnétophone. Évidemment, ils ont sur nous un avantage énorme. Lequel? Des petits doigts. Il n'y a que le corps de l'homme qui grandit, et sa stupidité. À propos, permettez-moi de vous féliciter. Pardon? Oui, j'ai lu une très bonne critique d'Harold Poon ce matin, très indulgente. Non, pas possible. Si, sur la nouvelle symphonie de votre fils. Et ah, vous m'avez fait peur. Il appelle ça « symphonie à chanter sous la douche ». Vous trouvez ça élogieux? Oh bah oui. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de symphonies qu'on pourrait chanter comme ça. Ah, ça... Il dit même qu'il devrait y en avoir plus. Ah, tenez, voilà l'objet du délit, vous voyez ce que je veux dire? Il ressemble à Beethoven. Mais il est moins gros que je ne croyais. Mais bon Dieu, vous avez raison. Guten Morgen. Guten Morgen! Ich habe schlecht geschlafen. Schlecht. So ein Durcheinander in meinem armen Kopf. Themen, Kontrapunkt, das ewige Literage. Et montrez-lui l'appareil. Was ist das? Nein! Sind Sie noch ein Arzt, ein Doktor? Nein, aufhören! Je crois qu'il va falloir utiliser la force. Allez, passez derrière lui. Oh non, vous pouvez pas me demander d'attaquer Beethoven. Imaginez que c'est un imposteur. Mais c'est vrai, je l'oublie tout le temps, je sais pas pourquoi. Et vous verrez, il nous remerciera. Mais il faut agir en même temps. Oui. Ok? Ok. Attention, pour lui bloquer les bras par derrière. Vous y êtes? Oui. Allez. Allons-y. Allons-y. Approchez. J'y vais. Les bras Ça y est? par derrière. Hop. Et alors, pense qu'il est fort. Oh là là, dites donc, mais c'est un Hercule. Mais maintenez-le, quoi, dites, maintenez-le, vous êtes drôle, vous, alors. Alors, ça y est, oui. Ça y est. Attends, c'est pas facile en plus avec tous ces cheveux. Ah bah oui, mais dites donc, ouais. Voilà, ça y est. Oh, allez donc. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi ne parlez-vous pas allemand? Il entend. Oh, c'est vrai ça. J'entends. Mais pourquoi pas en allemand? Je suis le docteur Collisieger, au Torino à Londres. À Londres? Je croyais être à Bonn. Et moi, je suis Stephen Folgate, critique, enfin, musicologue. Vous êtes mon invité. Ludwig van Beethoven, pianiste. Enchanté. J'ai aussi composé. Tiens. Mais, monsieur Beethoven, personne ne nous a dit que vous parliez notre langue. Oh, quand on est mort, il faut bien faire quelque chose. On a tout le temps, et c'est grand, le temps. Alors j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le sanskrit, l'araméen, les hiéroglyphes, le calcul intégral, et aussi le français. Mais vous croyez que... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est... Taisez-vous, Prescott! Une mouche. Il y a une mouche. Et ça vous gêne? Mais me gênez, vous ne vous rendez pas compte.
je l'entends. Non! Laissez-la vivre. Laissez-la vivre, ma petite mouche en si dièse mineur. Et ce bruit, cet énorme bruit en mi bémol avec quelques éléments de ré dièse comme un orgue dans une cathédrale. Ah non, non, ça ce sont les voitures dans la rue. Mais vous pouvez régler... Ah, laissez-moi tranquille, vous! Hein? Vous êtes un médecin habillé comme un petit garçon, mais un médecin quand même. Alors fichez-moi la paix! Mais dites donc, c'est tout de même grâce à moi que vous entendez. Oui, et je vous en suis infiniment reconnaissant, même si ça vient 2 siècles trop tard. Ça, il n'aurait jamais pu en faire autant de votre temps. Vous n'avez pas la technique. Empêché d'essayer, plutôt 2 fois qu'une. Grand Dieu, ce que j'ai pu avoir mal. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était bien d'avoir mal. Ils croyaient avoir fait leur devoir en faisant hurler, même s'ils ne vous guérissaient pas. On ne pouvait pas se promener dans les rues sans entendre des cris de souffrance. On ne savait jamais si c'était un porc qu'on égorgeait ou un bébé qu'on mettait au monde. Non, pardonnez-moi, j'ai horreur des médecins. Ils ne vous regardent jamais dans les yeux. Ils vous regardent toujours le bras, la jambe, comme si vos yeux étaient là. Bon, vous avez fait un miracle. Contentez-vous de ça. Restons-en. Mais c'est pas la peine de hurler comme ça. Je ne suis pas sourd. Mais non, il entend grâce au docteur Jäger. Un appareil acoustique? Vous y avez pensé? Ah bah, c'était pas la peine de le faire revenir sur Terre s'il ne pouvait pas nous entendre. Oh, c'est la meilleure action de votre vie. Oui, Mais vous, la soubrette, là, comment savez-vous l'allemand? Ah, Mademoiselle Irmgard est de Vienne. Palfigassen, Gästebezirk. Palfegas. Oh, je me souviens pas de ce truc. Mais c'est pas vous que j'ai pincé un jour? Si, très tôt ce matin. Ah, je ne me souviens que des choses importantes. Nehmen Sie mich mit zum Speisesaal, bitte. Pardon? À la salle à manger. Ah! Nein, après vous. Mais je ne connais pas le chemin. Eh ben, allez-y, Irmgard. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense que c'est bien Beethoven. En tout cas, je le suppose. Ce qu'il a dit tout à l'heure sur les médecins de son époque, je ne crois pas qu'un imposteur aurait pu l'inventer. Eh oui, c'est bien ce qui m'embête. Et pourtant, je ne suis pas convaincu. Je ne peux pas me permettre de l'être, vous comprenez? Ah, ça, je n'aimerais pas être à votre place. En tout cas, une chose est sûre. On a toujours cru que Beethoven était incurable, eh bien c'était faux. Encore une victime de l'incompétence et d'obscurantisme de son temps. Oui, peut-être. Enfin, si c'est vraiment Beethoven. Évidemment. Ah, bon, je vous apporterai des piles de rechange. Merci. Mais c'est pas moi qui les mettrai. Jessica n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, maintenant, elle dormait. Mon fils aussi. J'espérais bien profiter de ce répit pour avoir Beethoven à moi après le petit déjeuner. Mais je n'allais pas dans la salle à manger. J'estimais à tort ou à raison qu'Irmgard méritait le premier tête-à-tête avec lui. Ben, dame, c'est elle qui l'avait fait venir. Beethoven revint au salon 2 heures plus tard, après avoir dévoré nos provisions de la semaine, ce qu'il appelait une légère collation matinale. J'espère, maître, que le petit déjeuner vous a plu. Oh, j'ai trop mangé. Ah, ça. Comme tous ceux qui ne savent pas s'ils vont manger le lendemain. Je me suis même un peu attardé sur la viande et le poisson pour parler avec Fräulein Irmgard. Ah oui, c'est une jeune fille charmante, n'est-ce pas? Dangereuse. C'est vierge d'ébène, à la croupe altière, au regard fauve, avec un embryon dans le ventre, qui cherche le père en puissance. Ah, vous avez un langage très coloré. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. Moi, si, mais je ne pense pas que vous couriez le moindre risque pour le moment. Et franchement, moi non plus. Non, mais votre fils... Lui, pensez-vous, il passe son temps à broder des symphonies. C'est peut-être pas incompatible. Non, je le connais, croyez-moi, il n'a aucune expérience. C'est toujours ce que les parents pensent. Ah non, ça je vous l'assure. Vous savez, c'est un poids plume, physiquement et émotionnellement. Enfin, vous avez vu Irmgard, elle l'étoufferait. Comme une femelle en rut chevauchant un jeune puceau. C'est peut-être ce qui pourrait lui arriver de mieux pour le moment. Vous savez, certains jeunes garçons ont besoin d'un coup de pouce pour devenir adultes. Violer une femme, c'est un dégoûtant aveu d'insuffisance, mais violer un jeune garçon, c'est parfois un acte de charité chrétienne. Hein? Ah, tant que c'est fait par une femme, évidemment. Ah bah oui, ça, évidemment. C'est drôle, la conversation n'a pas du tout pris le tour que j'escomptais.
Vous ne vouliez pas qu'on parle de votre fils? Je croyais que c'était pour cela qu'on m'avait fait venir. Oui, oui, en effet, oui. Attention, je sais que vous êtes critique, pas musicologue. Ça, c'est Fräulein Irmgard qui me l'a dit. Alors, vous voulez peut-être qu'on parle de vous d'abord, ou peut-être exclusivement de vous? Non, je me flatte humblement que mes écrits parlent d'eux-mêmes, je n'ai rien à y ajouter. Je crois même que certains de vos écrits parlent de moi, si je ne m'abuse. Oui, je vois que Fräulein Irmgard vous a parfaitement enseigné. Oui, ce n'est pas le genre de fille à oublier les détails. Surtout s'ils sont désagréables. Précisément, nous nous comprenons. Oui, enfin, je vois qu'elle vous a tout raconté, quoi. Les circonstances de votre arrivée, la dispute de famille, le concert de mon fils auquel je n'ai pas assisté, enfin tout, quoi. Et aussi certains articles publiés dans un grand journal et qui vont être rassemblés dans un livre qui va s'intituler Ma 10e. Pardon? Enfin, la 10e symphonie de Beethoven. Oui. Que dites-vous de ce titre? Si j'avais vécu plus longtemps, je crois que c'est un titre que j'aurais pu trouver moi-même. Oui, c'est ce que je pensais. Mais comme je n'ai pas vécu plus longtemps, je le trouve franchement tout à fait impertinent. Vous croyez bien que je suis profondément désolé, mais étant donné que vous êtes dans le domaine public, vous ne pouvez pas m'empêcher de m'en servir. Mais je ne suis pas seulement dans le domaine public! Je suis même tout à fait mort. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais oui, enfin, évidemment, pour être dans le domaine public, il faut être mort. Je ne vous demande pas de me faire un cours de droit, je vous demande simplement d'avoir un peu de tact. Oui, non, mais je suis tout à fait de votre avis, mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas prévoir que j'aurais l'occasion de vous demander votre avis sur le titre. Ça me paraît évident. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait revenir parmi nous? La foi? Bon. Si Fräulein Irmgard a fermé ses jolis yeux et s'est fortement concentré, laissez-lui croire que c'était la foi. Ah, parce que ça n'était pas ça? Ah, il faut que je sache. Vous savez, c'est très important, parce que moi, la foi, je ne l'ai pas. Et moi, je l'ai trop. Entre autres choses, ce qui revient au même. Non, vous savez, j'ai répondu à l'appel d'Irmgard parce que je l'ai senti, c'est tout. La vie, c'est très simple après la mort. Mais vous êtes certain que ce n'est pas l'intensité de sa foi qui vous a fait capter son appel? Oh, je ne crois pas. Non, vous savez, il y a des gens qui font tourner des tables. On ne peut pas dire que ce soit un acte de foi collectif. Eh bien, je les capte aussi. Ça me donne toujours des migraines épouvantables, mais ça me permet de faire passer des messages à ce monde que j'aimais. Je haïssais aussi. Des messages, d'ailleurs, qui sont vite perdus. Et comme des bouteilles à la mer. Écoutez, pardonnez-moi, maître, si je vous parais parfois déplaisant, mais c'est que... Mettez-vous à ma place. Vous savez, ça n'est pas facile pour un simple mortel d'assumer un tête-à-tête avec Beethoven. Mais pourquoi? Mais quelle image a-t-on fabriqué de moi après ma mort? Mais moi, vous savez, j'étais un homme comme vous, désagréable, plein de défauts, plein de préjugés, et sourd comme un pot. Enfin, mais quelle image? Mais quelle image? Quelle image? Quelle image? Votre image. Tenez, la voilà. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Vous devez le savoir mieux que moi. Je ne vois pas. Enfin. Ah oui! Vaguement. Tellement différent. C'est un de mes concertis, ça. Oui. C'est le 3e. Oh non! C'est le 4e. Mais pas du tout. Mais alors c'est le 5e. Bah voyons. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment font-ils pour être tous en mesure avec autant d'instruments? Et ce pianiste-là, c'est une brute. Ah, c'est Rubinstein. Mais j'ai le même par Sirkin et le London Philharmonic Orchestra, si vous préférez. Vous avez deux versions différentes, mais pas tout le concerto. Ah, si, en entier.
Vous voulez dire que vous les avez toutes? Et ah bah en tant que critique, on me les envoie toutes. On fait des cadeaux aux critiques maintenant, en plus d'être sous le table. Vous vivez vraiment au-dessus de mes moyens. Ah, parce que vous n'avez jamais acheté de critique, peut-être. Pas vraiment acheté, nous étions trop pauvres. Les pourboires. Oui, pourboires. Vous savez, c'était des pauvres types comme nous, simplement ils écrivaient dans les journaux et ils nous faisaient entendre par ceux qui ne venaient pas nous écouter. Mais ceux qui venaient alors? Insignifiants. La plupart des gens de qualité ne tiennent pas tellement à écouter de la musique, ils préfèrent parler dessus. Ah, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez-moi. Moi, je croyais que vous vouliez parler. J'aurais bien aimé aussi. Enfin, nous avons tout le temps. Et en attendant, je vous laisse avec votre musique et celle des autres. Mais celle des autres ne m'intéresse pas. Je sais, ça peut paraître un peu prétentieux, mais même sourd, j'ai toujours eu peur d'être influencé. Et l'influence, c'est une forme d'esclavage. Oui, je crois savoir que vous avez fait des exceptions. Hein. Ah, vous le savez? Comment le savez? Ah, bon, j'ai lu la plupart de vos lettres. Elle ne vous était pas adressée, que je sache. Je ne crois pas, non. Alors voilà ce qui se passe après la mort. Les vautours sont là, impatients, et quand tout est fini, c'est la curée. Ils fouillent vos poches, vos armoires, votre cervelle, vos entrailles, votre pot de chambre pour savoir de quoi vous êtes mort. Le mot le plus banal, la moindre double croche jetée sur une feuille blanche, un prétexte à thèse, à spéculation, ne laisse que des murs nus et un squelette. Mais le plus drôle, c'est qu'une fois leur festin terminé, ces cannibales fanatiques ne sont pas plus avancés qu'avant. Oh, alors, en êtes-vous bien sûr? Oh, bah ça, comment ça, je suis sûr. Je vous demande pardon, mais tout à l'heure, vous n'avez pas reconnu votre 5e concerto. Bah, rendez-vous compte, c'était la première fois que je l'entendais. C'est vrai. Oh, pardonnez-moi. Mais en somme, pour vous, je suis un vautour. Bon. Un vautour. Hein? Un vautour dans l'œuf. Oui, vous pouvez rire, avant de Beethoven. Il n'empêche que ce sont nos vautours modernes qui vous ont porté aux Champs-Élysées, hein, auxquels vous aspiriez avec tant d'ardeur et de passion. Vous écrivez aussi comme ça? J'ai médité, pensé beaucoup et écrit comme ça, oui. J'ai passé beaucoup plus de temps à penser à vous que vous n'en passerez jamais à penser à moi. Bah, ça paraît normal, je suis mort avant vous. Non, moi ça me paraît normal parce que vous êtes un grand homme et que je suis seulement quelqu'un d'assez important. Un grand homme? Vous êtes aussi de mon avis? Je ne suis pas le seul, vous savez. Non, j'espère seulement que vous ne me le ferez pas regretter. Voyez-vous, toute cette partie de ma discothèque vous est consacrée. En gros, de là jusqu'à en gros de là. Toute votre œuvre, en plusieurs versions. Mais vous savez qu'avec vos droits d'auteur aujourd'hui, mais vous seriez milliardaire. Vous pourriez avoir un palais à Vienne, des carrosses, un orchestre personnel à Nevers. Avoir l'amour et l'amitié qui vous ont tant manqué. Donner une éducation de prince à votre neveu, influencer des gouvernements. Et entendre. Et payer des impôts. Fabuleux. Et tout ça grâce à ces assiettes plates et noires avec un petit trou au milieu? Oui, exactement. Non, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez l'assiette, le disque, vous le placez sur la platine, c'est cette chose ronde là, n'est-ce pas? Vous appuyez sur le bouton rouge et la machine s'enregistre. Et comme le bébé vautour est aussi un historien, j'ai classé vos disques par ordre chronologique. Ça commence là par l'opus 1, numéro 1, et ça se termine là-bas par la Missa Solemnis et les derniers quatuors. Votre intimité sera respectée. Mon cher, mon bon, mon admirable ami, mais pardonnez-moi, je ne réalisais pas, mais comment aurais-je pu réaliser? Vous voulez dire que j'ai acquis une certaine célébrité? Une certaine célébrité. Mais vous êtes universel! Un monument! Un monument? Mais oui! Mais que puis-je faire pour vous prouver ma gratitude? Lâchez-moi! Mais ne me remerciez pas, moi je n'y suis pour rien. Mais si vous avez écrit des choses très gentilles. Non, j'ai écrit respectueusement, je ne vous connaissais pas. Alors. Oh, vous êtes trop modeste. Mon bon, mon vaillant, mon superbe ami. Oh, je vais vous écrire quelque chose. Je vais vous écrire un canon, une petite sonate de rien du tout. C'est toujours ce que je faisais quand je voulais remercier quelqu'un. Et qui sait, plus tard, je vous écrirai une messe. Et pourquoi pas un requiem.
je suis très touché, très flatté même. Mais nous savons que vous avez toujours eu un certain sens de l'opportunité. Hein. Non, si vous voulez vraiment me rendre service, je vous supplie d'examiner ça. Qu'est-ce que c'est? Les symphonies de mon fils. Ah, oui, si vous voulez. Ben, vous avez bien encouragé Liszt quand il avait 11 ans. Oh, le petit Hongrois plein de boutons. Oui, ça doit être ça, ouais. Indoué, trop, irritant au possible, amoureux fou des arpèges. Ah oui, alors ça, c'est sûrement lui. Et comme vous avez été impitoyable avec les autres, j'espère que vous le serez avec mon fils. S'il veut être artiste, il doit affronter la vérité. Oh, ben, cher ami, ne comptez pas sur moi pour la vérité. Moi, je ne connais que ma vérité, pas celle des autres. Oh, mais elle me suffit amplement. Mais elle me suffit à moi, elle ne lui suffira pas à lui. Vous savez, toutes les vérités sont différentes. Que ce soit celle du peuple, celle des empereurs, celle des archiducs. J'en parle parce que je les connais bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tout a changé, ça. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'empereurs et d'archiducs, et puis un peu plus de tout le reste. Ah, c'est intéressant. Oh, j'ai hâte de lire vos articles sur moi. Oui, rien de presse, vous savez. Non, vous ne seriez pas en mesure de les apprécier, ni même de les condamner, avant d'avoir entendu votre œuvre. Maintenant, excusez-moi, je dois partir, j'ai une conférence de rédaction. Je vous laisse en votre compagnie. Oh, mon cher, mon bon, mon merveilleux critique, je vous ai mal jugé. Oh, pensez-vous. Non. Ah, tous les chapeaux sont comme ça maintenant. Pas tous, non. Ne vous inquiétez pas, j'étudierai les symphonies du garçon. Et tel un archiduc rendant la justice, je n'épargnerai ni les bonbons, ni le martinet. Merci. J'aime mon fils, vous savez. Je m'en remets à vous. Vous avez l'énorme avantage de ne pas être son père. Oh, Karl. Karl, mon neveu, mon fils. Oh, monsieur, si vous pouvez parler avec autant de compréhension, c'est que je vous ai vraiment mal jugé en tant que critique et en tant qu'homme. J'aime mon fils, vous savez. Je m'en remets à vous. Vous avez l'énorme avantage de ne pas être son père. Oh, Karl, mon neveu, mon fils. Monsieur, si vous parlez avec autant de compréhension, c'est que je vous ai vraiment mal jugé en tant que critique et en tant qu'homme. Pendant les 3 jours suivants, Beethoven passa en revue toute sa carrière, depuis le tout début jusqu'au crépuscule de ses dernières grandes œuvres.
Pascal entendit la fin de la musique, c'était le matin du 3e jour. Il entra le plus doucement possible, ne sachant pas si Beethoven était perdu dans sa rêverie ou dans le lourd sommeil de l'épuisement. Peut-être les deux. Oh, mon jeune génie. Ah. J'ai dormi combien de temps? Ah, je ne sais pas, j'étais dans ma chambre. Je répétais ce que j'allais vous dire. Oh, je connais ça. Je me souviens. Asseyez-vous, asseyez-vous. Approchez-vous, approchez-vous, n'ayez pas peur. J'aime bien les jeunes gens. 5 minutes. Après, ils me tapent sur les nerfs. Il vous reste 4 minutes et demie avant que je ne redevienne Beethoven. Mais vous êtes Beethoven? Oh, je me le demande. Vous savez, votre père a été très dur. Très dur. Il a cru me faire un cadeau incalculable, mais il a été très dur. Il m'a fait comprendre, non pas ce que je suis, mais ce que je suis devenu. Et j'ai réalisé, en entendant mon œuvre pour la première fois, que je suis l'un des plus grands. Enfin, laissez-moi vous le dire autrement. Si l'œuvre que j'ai entendue avait été d'un autre que moi, je serais tombé à genoux en criant « génial », pour parler d'une façon plus modeste. Mais vous n'auriez pas écouté la musique d'un autre. Jeune impertinent, c'est vrai. Mais comprenez-moi, j'ai senti une énorme bouffée d'autosatisfaction en entendant ma musique. Et en même temps, j'avais la sensation de ne pas être tout à fait responsable de cette merveille. C'est Dieu qui m'a inspiré. Je n'ai été que son instrument, plus ou moins bien accordé. Mais vous savez, maître, la foi appelle souvent l'humilité. Oui, vous avez encore beaucoup de leçons comme ça à me donner. Je me suis permis de vous parler comme ça parce que je doute moi-même. Êtes-vous profondément religieux? Oh, je suis profondément superstitieux, ce qui revient au même. L'image de Dieu, ce vieillard bienveillant, à barbe blanche, perclus de tradition, tel qu'on le voit sur les tableaux des peintres italiens, m'ennuie profondément. En somme, l'audition de vos œuvres ne vous a pas changé? Intérieurement, vous êtes toujours le même vieux Beethoven? Le même vieux Beethoven? Ah, les 5 minutes doivent être écoulées, vous commencez à m'irriter, jeune homme. Quand je vous ai dit de ne pas avoir peur, je ne pensais pas que vous le prendriez au pied de la lettre. Ah, au contraire, non, j'ai très peur de vous. Bon, c'est déjà bien. Vous voulez sans doute qu'on parle de vos 4 superbes symphonies et de vos théories de composition? Ah non, pas du tout, non, j'y pensais même pas. Vous en êtes bien sûr. Absolument sûr, monsieur Beethoven. Non, c'est mon père qui me préoccupe. Adorable famille, chacun se préoccupe du sort de l'autre. Et votre mère? Elle se préoccupe de nous deux. Conclusion, si je me préoccupe de mon père, je me préoccupe de ma mère. Ben voilà, l'équation est résolue. En ce qui concerne votre père, quel que soit le problème, un critique peut toujours trouver les moyens de s'en sortir. Bon, il n'est pas critique de cœur, vous savez. C'est un compositeur raté. Ah, ça paraît logique. Mais de quel droit dites-vous raté? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bien qu'il soit assez fier de sa réputation de critique, mais l'autocritique de son unique quatuor est absolument meurtrière. Ah oui, je sais, Fräulein Ermengarde m'en a parlé. C'est de la musique dodécacophonique. Non, de déca. Vous, jeune homme, j'espère que vous pratiquez la clé de sol. Ah oui. Ah oui, je suis pas très heureux dans le chaos musical actuel. Enfin, je suis peut-être un peu simple. Simple, mais en quoi est-ce péjoratif? Mais pour mon père, ça l'est. Mais ne confondez pas la simplicité d'une jeunesse exaltée et celle que donne l'expérience. Je comprends. Oh, vous comprenez. Vous comprenez rien du tout. Non, vous comprenez peut-être, mais vous pouvez pas ressentir, pas encore. Mais il veut même pas que j'écrive. Mais ne lui en veuillez pas, personne n'est à l'abri de la petitesse. J'ai moi-même passé la moitié de mon existence à m'excuser de ce que j'avais dit dans l'autre. Bah, c'est pas son cas. Mais comme critique, il est affreusement sarcastique et blessant. Il pense que je suis joué uniquement parce que je porte son nom, et que ça lui fait du tort. Mais ceux qui le détestent, et ils sont nombreux, se vengent souvent sur moi.
Mais c'est terrible de porter un tel jugement sur son propre père. J'ai appris à me défendre, pas de sentiments. Tenez, je vous ai apporté ces articles sur vous. Je parie qu'il vous les a pas encore montrés. Touchant de sollicitude mutuelle, en effet, il m'a simplement donné vos symphonies à lire. Il les avait? Oui, toutes les 4. Je peux les voir? Oh, je vous en prie. J'ai fini. Des photocopies. Il a pris la peine de les photocopier. Oui, il est très inquiet sur votre avenir de compositeur. Vraiment. Ah? Il n'a fait aucun commentaire, ce qui m'a permis de tirer mes propres conclusions. Ça m'a pris un quart d'heure. Ah? Oui, même avec toute l'éternité devant moi, je ne peux pas me permettre de gaspiller mon temps pour des bouillies pareilles, tièdes, roses et sucrées. Ah, je vois. Vous avez un petit don. Alors faites donc comme Schubert à ses débuts. Utilisez des menus d'auberge pour écrire. Et comme vous n'avez pas son talent, contentez-vous de cartes de visite. C'est bien suffisant pour contenir vos idées. De mesure, c'est un très bon exercice. Et si vous n'y parvenez pas, abandonnez la composition et devenez critique. Vous avez un excellent exemple tout proche. Alors dites quelque chose, vous m'entendez? Oui. Oui, Herr van Beethoven. Oui, Herr van Beethoven. Ah! Pas de larmes, c'est bon ça. Allons. De nos 4 superbes symphonies, la première est la meilleure des promesses. Les 3 autres tentent de réaliser ces promesses, hélas. Nous sommes bien d'accord, votre technique est parfaite, vous n'avez rien à dire, mais vous le dites très bien. Vous confondez apparence et sentiment, vous êtes vide. Donc, vous tirez le maximum de vos talents. Comment allons-nous? Toujours pas de larmes, pas le moindre petit frémissement de colère? Pas une larme. Herr van Beethoven. Ah! On ne dort pas. Allez, à vous la parole. Mais ça ne change en rien, mon opinion sur vous. Mais alors, vous ne pourriez même pas être critique? Regardez. De là jusque là, c'est moi. Où êtes-vous? Mais je n'ai que 22 ans. 22 ans, vous vous plaignez. Vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas souffert, c'est ça qui vous manque. Moi j'ai 214 ans, il n'y a plus rien qui marche. Ni le foie, le cœur, ni les voyous, ni le reste. Est-ce que je me plains? Votre 9e symphonie est beaucoup trop longue. Je suis tout à fait de votre avis. Je n'ai jamais su terminer. Sol, mi, c'est la 5e. La mi bémol, oui, c'est la 5e. Je me suis endormi un long moment pendant le dernier mouvement. Quand je me suis réveillé, il n'était pas encore fini. Je me demande si moi aussi je n'aurais pas dû me contenter de cartes de visite. Bon ben, je vous remercie beaucoup, Herr van Beethoven, mais je ne pourrais pas supporter ça plus longtemps. Mais pourquoi? J'étais objectif, tolérant. Non, c'est vrai, vous avez fait un gros effort pour être aimable. Conversation d'adulte, hein? Où allons-nous là? Dans ma chambre, travailler ma 5e. Mais jeune imbécile, moi je suis d'accord avec toi. Si j'ai dit tout ça, c'est pour que tu prouves que j'avais tort. C'était pas la peine de me le dire. En attendant, je vais lire avec le plus grand intérêt ce que ton cher père peut bien avoir à dire sur moi. Quoi? Oh, 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 oh. Le chaînon manquant. Où étiez-vous donc pour que nous nous connaissions si peu? Je vous ai souvent apporté vos repas.
Mais vous ne m'avez jamais regardé. Bon, je ne regarde jamais les serveuses. Leur conversation m'ennuie. Tous les autres ont eu le bonheur de vous parler. Je suis la dernière. Vous, qui auriez dû être la première. Ah, vous savez, je ne suis plus très sensible à la flatterie. Mais je ne voulais pas flatter. J'affirmais une évidence. Sans mère, pas de famille possible. Oh, la famille, c'est parfois un cauchemar. Oh, je préfère ne pas en parler. J'ai moi-même servi de père, de mère, de frère, d'oncle, à ce misérable garçon. Karl. Vous le connaissez? Mais on ne peut guère vous connaître sans le connaître. Ah, je l'ai rendu célèbre alors qu'il ne méritait qu'un oubli général. Parce qu'il portait votre nom. Bien entendu. Alors, vous devez comprendre ce que ressent mon mari. Karl avait une mère épouvantable. Elle encourageait tous ses défauts et Dieu sait s'il en avait grouillé dans son âme comme une légion de triple croche dans une sonate de scarlatti. Je le recueille par affection, je lui paye ses études. Il trouve le moyen de se faire renvoyer de l'université. Pour me remercier, il disparaît sans laisser un mot. Il rate même son suicide. Il ne me restait qu'une solution, l'envoyer à l'armée. Là au moins, pas besoin de se suicider, on s'en charge pour vous. Non, pas de comparaison possible entre ce rebut de l'humanité et votre compositeur insipide. Enfin, comment peut-on trouver le moindre rapport entre la veuve de mon frère, cette femme odieuse, souillée, pervertie, et une femme comme vous? Vous trouvez vraiment les symphonies de Pascal insipides? Comme toutes les femmes, vous n'entendez vraiment que ce que vous voulez vraiment bien entendre. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Ben oui, mais j'en ai dit bien plus. Et le reste allait de soi. Effectivement, je les trouve insipides, je le lui ai dit, nous nous sommes quittés très bons amis. Oh. Vous n'étiez pas là pour le protéger. Cela valait mieux. Mais j'ai moi-même été très néfaste à Karl. Toute ma tendresse ne lui a servi à rien, bien au contraire. Mais le cas de Karl n'a rien à voir avec celui de Pascal. Vous me demandez mon Ah avis? non, je ne voulais jamais demander. Mais enfin, vous aimez les symphonies insipides? Il est ridicule de passer les précieux moments de votre visite sur la Terre à discuter d'une situation que j'affronte seule depuis plus de 20 ans. Ne pouvons-nous parler d'autre chose? De la jalousie de votre mari envers votre fils. Oh, mais pas vraiment. C'est pourtant cela que vous affrontez depuis plus de 20 ans. Avant la naissance de Pascal, votre mari n'était pour vous qu'attention, prévenance, délicatesse. Vous étiez sa 9e merveille du monde, son Olympe, le chef-d'œuvre de sa vie. Mais peut-être bien qu'après cette apothéose, au moindre hoquet du marmot, il se plaignait de ne plus pouvoir travailler. Mais il s'en est toujours plein. Si bien que si les symphonies de Pascal étaient bonnes, votre mari s'est totalement émasculé et votre situation intolérable. Au bout de 10 ans, vous seriez obligé de le pousser dans un fauteuil roulant, pauvre idiot perdu dans ses rêves pour fuir son humiliation. Mais quel horrible tableau, vous exagérez. Mais heureusement, les symphonies sont nulles. Et votre mari, lui, est en pleine santé pour écrire des inepties. Nous pouvons nous parler. Musique. Oh, je hais la musique. On écrit la musique. On ne discute pas. Mais pourquoi ce besoin de clamer les choses qu'il vaut mieux taire? La vie aussi, on la vit, on n'en discute pas. Si on ne peut pas la vivre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous pensez encore à vous? J'ai tout connu. J'ai connu la gloire, j'ai connu l'immortalité, mais je n'ai jamais eu d'enfant. Oh Dieu, mon roc, mon refuge. Toi, qui vois mes pensées les plus secrètes, pourquoi ne m'as-tu jamais donné ce seul gage d'immortalité sur cette terre, la paternité? Pourquoi? Excusez-moi. C'était un moment de faiblesse. Ça aurait changé quelque chose si vous aviez été le père de Karl? Autant encore bien pire. J'aurais été marié avec cette affreuse bonne femme. Vous savez, ma nature est faite de générosité et de mesquinerie. Il suffit de savoir choisir le moment. Mais je sens la jalousie chez les êtres. Et je deviens comme un vieux chien qui refuse de partager son os. Et en même temps, je suis capable d'affection pour ceux que je juge dignes. Enfin, vous voyez quoi, je fais comme tout le monde. Je parle beaucoup de moi. Pardonnez au vieux chien, essayez de le comprendre. J'ai souvent essayé. Que voulez-vous dire? Auf dem Hügel sitz ich spielend, in das blaue Nebelland. Schubert. Nach den Fällen driften sie
wo ich dich C'est pas de moi, geliebt comment? habe, war bin ich Lieder aus der von dir Ferne. geschieden. An die Ferne geliebt. An die Ferne geliebt. À la bien-aimée lointaine. Mais pourquoi chantez-vous cela? Comment le connaissez-vous? Je suis chanteuse. Vous êtes chanteuse professionnelle et je ne le savais pas. Vous n'avez guère eu l'occasion de le découvrir. Et nous qui avons parlé de futilité, de Karl, de Beethoven. Vous avez chanté Fidelio? Jamais. Oh, ça, je le regrette. J'ai chanté l'opéra, mais non, j'étais plus à l'aise dans les leaders. Mais pourquoi parlez-vous de vous au passé? Moi-même, je ne le fais pas. Oh, je me suis retirée il y a des années, Des années. au sommet de ma petite carrière. Mais pourquoi? Je me suis mariée. Ah, un critique. Un mari, Et vous avez eu un fils. un compositeur. Mais cela vous a suffi pour vous retirer. Mais je ne me suis pas vraiment retirée. La musique, c'est ma vie. Ma vie de famille. Chantez-le-moi. Chantez-le-moi, encore une fois. Vous y êtes. 2, 3. Auf dem Hügel sitz ich spät, in das blaue Nebelland. Nach den Fernen driften sie, wo ich dich geliebt fand. Gott bin ich von dir geschieden, kleiner Fliegenfeld zwischen uns sind wir. Qu'est-ce qui se passe? Reprenez-vous, femme. Une professionnelle ne craque jamais. Et séchez vos larmes. Je déteste les larmes, même chez les amateurs. Elles brouillent la vision intérieure-extérieure. Vous ne pouvez plus compter les mesures. Vous perdez la valeur métronomique des notes. Allez, j'attends. J'ai tout mon temps, moi. Gardez vos larmes pour Rossini. Mais ne pleurez plus jamais pendant une de mes œuvres, c'est bien compris? Répondez-moi, c'est bien compris? Oui. Plus fort, faites comme si j'étais encore sourd. Oui. Bien, nous reprenons da capo et dans le tempo correct, s'il vous plaît. Enfin, je parle surtout pour moi. Vous y êtes? 2, 3. Auf dem Hügel sitz ich spät, in das blaue Nebelland. Nach den Fernen driften sie, wo ich dich geliebt fand. What bin ich von dir
T'es pas en haut, j'ai cherché partout. Tu es sûr? J'ai cru entendre jouer du piano. T'as bien entendu, c'était moi. Ah, t'as fait des progrès. Merci. Et qu'est-ce que tu jouais? C'était pas de toi, ça? Bah non, j'improvisais dans son style. Oui, tu crois que ça lui aurait plu? Bon, il reconnaît même pas ses œuvres, alors. Ah, ça, c'est vrai. Il se connaît à peine. Et pourtant, il est pas mort depuis longtemps. Ah! Rien. Le frigo est vide, pas de pétrole. Enfin, il n'a pas pu partir, il n'a pas d'argent. Bon, il n'a pas besoin d'argent. On peut pas vivre aujourd'hui sans argent. C'est d'ailleurs un problème. Attends. Il est peut-être reparti. Ah, ça, ce serait très mal élevé. Et pourtant, j'y ai pensé. Où est ta mère? Dans le jardin. Ah, c'est une bonne idée. Il a toujours adoré la nature. Alors? Personne. Mais tu as cherché partout? Oh, partout, même dans les rhododendrons. Oui, pourquoi pas. J'espère que vous ne l'avez pas vexé. Bah, il a peut-être lu un de tes articles. Oh non, sûrement pas, je ne les lui ai pas montrés. Moi, si. Quoi? Mais dans quel but? Mêle-toi de tes affaires, dis donc! Tu lui avais donné mes partitions. Comment le sais-tu? Et il me les a montrées, t'as même fait des photocopies. Ton avenir m'inquiète, Pascal. C'est par souci paternel que je lui ai demandé son avis. Très touché. Là, tu ne me crois pas? Bah, si. Et toi, quelle noble raison? Je ne voulais pas qu'il y ait d'erreur dans tes articles. Oh, trop aimable. Ah, j'en sais plus sur lui qu'il n'en a oublié lui-même. En matière d'authenticité, c'est vraiment le dernier à qui je m'adresserais. C'est vrai, Pascal, au début, il ne savait même pas si son livre était de Weber ou de Schubert. C'est étonnant, tout de même. Non, mais c'est ce que je dis. Il n'arrêtait pas de se tromper en t'accompagnant des maladresses de débutants. Enfin, écoutez... Oui, non, évidemment, il est un peu rouillé, ça. Oh. Bien sûr. À propos, tu as très bien chanté. Tu m'as fait pleurer, tu sais. Oh, et bien heureusement qu'il ne l'a pas remarqué. Mais c'est vraiment dommage que tu aies arrêté le chant, chérie. Ah oui, maman? Oui, vraiment. Eh bien, n'en parlons plus, hein. Ce qui est fait est fait. Blâmons plutôt mon absurde sens du devoir. Absurde? Non, mon sens du devoir. Oh, je ne sais pas ce que Beethoven t'a dit, mais il a trouvé tes articles très intéressants. Non, mais il les a survolés, mais il est impatient de lire ton livre. Oui, il t'a dit ça? Ça, tu m'étonnes. Il a été très sévère pour les symphonies de Pascal. Oh. Non, mais il est trop vivante hein, et pleine de promesses. Oh, enfin, il ne voulait pas vous en parler à vous, mais à moi tout de même. C'est naturel, Bon, non? maman, c'est... Eh bien, ayez en garde. Vous m'avez l'air bien abattu. Vous n'avez pas votre combativité habituelle. Sauriez-vous des choses que nous ignorons? Seriez-vous dans le secret des dieux? J'espère qu'il est parti pour de bon. Mais enfin, mon petit, que s'est-il passé? Mais rien, maman, il a été un peu cavalier avec Irmgard. Donc, mon enfant, mon Dieu, vous savez très bien qu'il est incroyablement cavalier avec tout le monde. Ça, je ne vous apprends rien. Mais enfin, c'est quand même bien moi qui l'ai fait revenir sur Terre, n'est-ce pas? Ah, il n'en est pas convaincu. Qu'il aille au diable! Enfin, vous connaissez la vérité, j'ai dit à Ludwig, vous m'avez tous entendu. Oui, mon petit, nous avons tous entendu. Et tous. Qui d'autre que moi aurait pu l'atteindre? C'était mon héros, mon Dieu. Quand j'étais petite fille, je lui écrivais des lettres passionnées. J'avais son masque mortuaire au-dessus de mon lit. Ça devait être une folle gaieté, ça. Et il me traîne, mais comme une esclave. Interdiction de lui parler. Il veut que je grimpe sur les étagères ou que je me penche pour ramasser sa serviette. Et il a fait tomber exprès, pour se rincer l'œil. C'est un être lubrique et méchant. Mais il a été très correct avec moi. Ah bah, peut-être que... Ah, seules les jeunes femmes l'excitent. Hein? Oui, non. C'est ce que tu veux dire? Mais non, pas du tout. Mais enfin, nous savons par ses lettres qu'il a toujours eu des scrupules excessifs envers les femmes mariées. En tout cas, s'il est parti, je suis bien contente. Enfin, c'est la dernière fois que j'entre en transe pour quelqu'un. Bon, je peux dire quelque chose? Non, mais personne n'a jamais réprimé le droit à la parole dans cette maison, mon petit. Merci. Supposons que Beethoven soit parti pour toujours. Quel effet aura eu sa visite? Sur nous tous? Ça aura guéri Irmgard de l'occultisme. Oh, mais ne peux-tu faire de l'esprit surtout? Enfin, on a eu le bonheur d'avoir la visite d'un des plus grands hommes de tous les temps. Je t'en prie, chérie, un des plus grands compositeurs, soit, mais un des plus grands hommes. Oh, il a fait de sa vie privée une messe noire. Il a séduit un régiment de femmes, des comtesses aux cocottes, et il n'a jamais rien fait pour réparer le désordre qu'il a semé. Si jamais il revient, je te le prouverai. Ouais, moi, est-ce que je suis une comtesse? Non, mais je parle pas de toi. Eh bien, moi, je parle de moi. Oh. Lui au piano et moi chantant, bah, je vous assure, c'était... Ah, c'était terrifiant. Et puis peu à peu, c'est devenu magique, inoubliable. La justification de toute une vie, peut-être. Mais tu vois, papa, il y avait autre chose que la musique en lui. Oui, bien sûr qu'il y avait autre chose. Sans ça, il n'aurait pas écrit la musique qu'il a écrite.
Non, mais ce qu'il y avait en plus, c'est qu'il était tout bonnement brouillon, dispersé, confus, un vrai cafarnaum. Son isolement de sourd a fait de lui un enfant capricieux, trop gâté par ses propres dons. C'est pas mal, ça, faudra que j'enregistre. Enfin, ai-je tort? Non, parce que tu parles de lui au passé. Mais je ne t'ai jamais connu aussi sentimental. Enfin, puisqu'il est mort, c'est lui qui le dit. Elle a tort de le dire. Hein. Ah bon? Eh ben, revenons à nous. Tu voulais savoir les résultats de sa visite. Eh bien, voilà, rassuré par les encouragements du grand homme, je vais continuer à écrire dans une langue exquise, des inepties prétentieuses, et toi, galvanisé par ces encouragements, tu vas continuer à pondre tes joyeuses symphonies. Hélas, en ce qui nous concerne, pas de changement. Comme d'habitude, il a réservé ça pour les dames. Ta mère porte irrévocablement les stigmates de sa visite. Quant à Irmgard, elle... Qu'est-ce qu'elle a? Je veux que Beethoven ne revienne plus jamais. Ich will Ludwig van Beethoven nicht mehr sehen. J'y vais. J'y vais, mais c'est pas lui. C'est pas bien sûr que c'est pas lui. Si c'était lui, il frapperait. Qu'est-ce que c'est? Mais tu attends quelqu'un? Mais non. Toi, tu n'attends jamais personne. Excusez cette intrusion, mais Monsieur Beethoven semble habiter ici, je ne me trompe pas. Habiter peut-être un peu exagéré, mais il est exact que où qu'il soit allé, il est parti d'ici. Je suis le nouveau prêtre de l'église de l'Immaculée Conception. À 3 rues d'ici, Clinton Road, vous connaissez? Non, je crains que non, je ne remarque jamais les églises. Celle-là, vous ne pouvez pas la manquer. C'est la plus laide. J'étais dans mon église quand j'ai vu ce monsieur à genoux en train de prier. Il priait depuis 2 heures. Il devait certainement avoir des problèmes, c'est vrai. D'habitude, ça va plus vite. J'ai vu tout de suite sa ressemblance frappante avec Beethoven, alors sans réfléchir, je lui ai tapé sur l'épaule et je me suis entendu dire « Monsieur Beethoven, Monsieur Beethoven ». Il a levé les yeux vers moi. Je me suis réveillé, c'est tout. Il a éclaté en sanglots, il a bredouillé « Merci mon Dieu, merci mon Dieu ». J'étais aux anges. Il pleurnichait « Je suis perdu, je suis perdu ». Oui, ben, la première fois qu'il est venu ici, il a trouvé son chemin tout seul. Nishtva. Et pourtant, il venait de beaucoup plus loin. D'où cela, si je puis me permettre? C'est ce que je sais, moi. Du paradis, de l'enfer, du purgatoire. En tous les cas, plus loin de Piccadilly. C'est un miracle. Et il pourrait nous dire tant de choses s'il voulait. Oh. Apparemment, il ne veut pas. Savez-vous qu'il s'est perdu parce qu'on ne voulait plus de lui? Qu'est-ce que je disais? Il n'y a que moi qui peux l'appeler. Vous voyez, j'ai refusé, il s'est perdu. Ah, silence, femme! Va me chercher des amuse-gueules, du veau, de la choucroute, du pain et du vin pour patienter jusqu'au dîner. Il a un gros appétit pour un esprit. Qui vous dit que c'est un esprit? Non, c'est une idée que j'ai eue comme ça quand il a sangloté dans mes bras. On aurait dit un enfant épuisé. Oh, c'est une belle image de lui, mon père. Comment Hermann Beethoven, des larmes, vous. J'avais une poussière dans l'œil. Il y a toujours beaucoup de poussière dans les églises, surtout dans les prieux. Mais enfin, mon père, ça ne vous a pas étonné que ce monsieur soit apparemment Beethoven? Pas le moins du monde. La science a fait de tels progrès aujourd'hui. Et à notre époque matérialiste, la religion fait un dangereux retour en force. Dangereux? Mais oui, de nos jours, on ne peut plus faire comme les intégristes, croire la Bible sur parole, ni le Coran. Il faut les lire avec intelligence et lucidité. Sinon, où irions-nous? Je suis très conscient des dangers, voilà pourquoi je crois en la providence. Il est grand temps qu'on aide les vrais croyants, pas les fanatiques. Mais enfin, vraiment, vous croyez que c'est Dieu qui vous a envoyé Beethoven? J'aime à le croire. Et c'est précisément lui dont j'avais besoin. Hermann Beethoven. Jusqu'à présent, je vous ai ménagé. C'est vrai, en entrant, vous me paraissiez bouleversé, épuisé. Mais à présent, laissez-moi vous dire qu'il est extrêmement grossier de votre part d'être parti comme vous l'avez fait, sans laisser un mot à la cloche de bois. Nous n'avions même pas pris notre thé. Oh! Ça n'est pas digne d'un gentleman. Mais j'ai toujours vécu comme ça. Oui, mais c'est pas une raison. Ça. Où êtes-vous allé? Prendre l'air. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Vous m'avez fait entendre ma musique, toute ma musique, en gros de là, jusqu'en gros de là, 3743 disques de Beethoven en 3 jours. Ça m'a pris à la gorge.
J'ai eu le vertige. Et puis vous m'aviez dit qu'aujourd'hui je serais milliardaire. Alors j'ai voulu voir le monde dans lequel j'aurais été riche. Horreur, un cauchemar, le visage de l'enfer. J'ai cherché des arbres, des fleurs, rien. J'ai failli être renversé par des chariots de feu dont les lucarnes s'ouvraient sur des cochers qui me crachaient leur haine au visage. J'ai été renversé par des hordes sauvages, des géants barbus, armés de longs gourdins, avec des boucliers, avec des casques à visière qui frappaient à tour de bras sur une jeunesse hurlante et dépenaillée. Manif, manif, manif. Mais qu'est-ce que c'est? Une croisade hérétique, une nouvelle forme de guerre. C'est ce qui la remplace en temps de paix. Enfin, je me suis retrouvé à l'air libre. J'ai levé les yeux au ciel. Horreur, horreur. D'énormes clistères métalliques qui me vrillaient les tympans. Mais de mon temps, il y avait des montgolfières. Leur beauté, c'était leur silence. Elles n'effrayaient personne, pas même les oiseaux. Mais qu'avez-vous fait du monde? Qu'avez-vous fait de mes forêts, de mes oiseaux, de mes moulins à vent? Ils sont toujours là, seulement un petit peu plus loin, à la campagne. Et cette horrible puanteur dans les vignes? Oui, alors ça, vous avez dû connaître pire. Oui, mais au moins, on savait ce que c'était. À quoi bon être aussi riche dans un tel enfer? Vous savez, c'est une question d'habitude. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de peine à imaginer ce que fut votre vie. Enfin, mes prières furent exaucées. À côté du seul arbre de la ville, un clocher. Ma mère, l'église, m'apparut. Derrière la porte de chêne, j'étais chez moi. Une couronne de cierges vacillait dans l'ombre. Près de l'autel, une madone me souriait dans sa niche. Et surtout un orgue. Un orgue dont on jouait d'une façon désastreuse. Pourtant, mademoiselle Aurélie est une musicienne d'expérience. Oh, ce sont les pires. Elles portent les stigmates de tous leurs efforts. Enfin, je suis tombé à genoux en remerciant Dieu de ma délivrance. Et quelque temps après, le révérend père m'a réveillé. Voilà. Il avait oublié votre nom, mais il savait que vous étiez critique musical. Moi, je n'en connais qu'un, Harold Poole. Alors, il m'a parlé de votre fils, de ses symphonies que j'aime beaucoup. J'ai cherché son adresse dans l'annuaire et je vous l'ai ramené. J'espère que j'ai bien fait. Oui, au mieux, mon père. Avant de partir, puis-je lui poser une question? Non, écoutez, suis-je spirituellement désigné pour être le premier à recevoir la grande nouvelle? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Monsieur Beethoven est servi. Mais je n'en veux plus. Mais vous m'avez commandé. Eh bien, je décommande. C'est tout à fait désagréable, ça. Vous n'avez pas faim, mon père? Non, merci. Je fais un petit peu attention en ce moment. Non, laissez, Irmgard, on ne sait jamais. Bon, je ne change jamais d'avis. Mon père, une petite tasse de café. Mais je ne voudrais pas déranger. Café, oui ou non? Oh, Enfin, café ou pas café? puisque vous insistez, avec plaisir. Ben voilà. Il veut du café, je ne veux pas manger, c'est simple. Quelle futilité. On se croirait chez l'archiduc. Je vais vous aider, Irmgard. Tu viens, Pascal. Mais je voudrais rien manquer. On en a pour une minute. Et puis, Monsieur Beethoven a sûrement besoin d'être seul. Voilà, la seule âme sensible de cette maison. Et puis, vous parlez théologie, alors, hein? Oui, oh. Vous avez entendu une de mes symphonies, mon père? Oui, l'an dernier. Et je peux vous demander ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé ça très drôle. Très frais. Je ne suis pas critique. Le public était un peu houleux. Non. Oui. Je compose pour le public, pas pour les critiques. J'ai dit une bêtise? C'est votre droit. Je ne peux pas lui parler comme vous. Ah, pourquoi vous aussi vous appelez mon père? Ce garçon est aussi égocentrique que moi à son âge. Je me demande si c'est bon signe. Est-ce que je peux poser une question maintenant, sans vous déranger? Quelle question? Je peux. Oui, oh, si vous n'êtes pas susceptible, alors allez-y. Oh, jamais. En tout cas, je ne le montre pas. Je la connais, la question. C'est évident, mais votre réponse est tellement importante pour moi que je n'ose vous la poser. Très bien. Eh bien, quand on est mort, enfin quand je suis mort, parce que moi je ne peux parler que pour moi, je me suis élevé dans les nuages.
J'ai vu le chœur des anges chanter en silence. Vu? Ben, pour cause. J'ai vu, sous le soleil, briller les trompettes du jugement dernier, galoper les chevaux de l'Apocalypse. Enfin, flottant dans les cieux, en smoking blanc, une clé à la main, un vieillard d'apparence sémite. Et j'ai lu sur ses lèvres. Oh yo 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 yo. Ludwig van Beethoven, sich in ma vie. Oh yo 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 yo. D'où Jésus. Les intégristes avaient raison. On ne peut plus plaisanter, mon père. Revenez sur Terre, ça ne se passe pas du tout comme ça. On n'a aucun souvenir sur ceux de la vie, comme mon sommeil dans votre église. J'ai dormi combien de temps? Une bonne demi-heure. Et ça m'a paru une petite sieste. Et une éternité même, je dirais. Et je suis mort depuis... Un bon siècle et demi. Eh bien, ça m'a paru à la fois une éternité et une petite sieste. Alors, vous vous rendez compte? Non. Oh, j'ai l'impression d'avoir toujours existé. J'ai faim, je suis fatigué, mais c'est normal, j'ai beaucoup vieilli, hein? Mais alors, pas de purgatoire? Pas de paradis? Oh, pas le moindre souvenir. Ce serait trop absurde. Bon, je voudrais bien vous rendre service, je crois que ça me ferait du bien à moi aussi, mais la vie post-mortem, c'est une longue sieste sans chemise de nuit. Je me demande si je ne préfère pas la version des intégristes. Attention, hein, je n'ai pas perdu ma foi. Vous m'avez trouvé dans votre église, pas dans leur ruisseau. C'est vrai, mais quand vous avez senti la surdité venir au plus profond de votre désespoir, vous avez invoqué Dieu, mais vous avez aussi brandi le poing en maudissant les dieux au pluriel. Comment savez-vous ça? Je l'ai lu dans votre testament d'Heiligenstadt. Ah. Mais c'est très simple. Quand je suis de bonne humeur, je suis chrétien. Quand je suis de mauvaise humeur, je suis païen. C'est une façon d'éviter le blasphème. Allez, donnez-moi votre nom et votre adresse, mon père, en majuscule, si ça ne vous ennuie pas. Hein? Je suis un peu fatigué pour le moment, mais quand je serai reposé, je viendrai vous faire une petite visite dans votre église. Oh mon Dieu, vous feriez ça? Oui. Je vous donnerai quelques tuyaux. Si vous avez prêté serment de ne rien dire, je comprendrai très bien. Rien ne détruit autant la foi que la connaissance. Ah, vous voulez à la fois savoir et ne pas savoir. Oui. To be or not to be. C'est l'éternel problème de l'esprit humain. Mais, Herr von Beethoven, j'ai cru comprendre que vous vous sentiez là. Oh, je suis fatigué. Il va falloir que je m'en aille. Je vous dis cela au cas où vous voudriez prendre votre thé. Ah non, mon père, hein, maintenant c'est à mon tour. Oui, merci, bravo, je suis bien content. Au revoir, ma sœur. Je ne sais plus ce que je dis. Vaut mieux que je m'en aille. Oh, vous partez sans prendre votre café, mon père. Comment? Oh, trop fait mal. Herr von Beethoven, bien que vous n'ayez pas une haute opinion de ma prose, je tiens à être aussi honnête que possible dans mon article final qui paraîtra demain. Alors, je vous demande de répondre à ces deux questions vitales. Petit A, votre 10e symphonie aurait-elle été très différente de la 9e? La soupe est trop salée. Puis-je espérer une réponse? Les tranches sont trop grosses. C'est moi qui ai tout préparé. Oh. À part ça, tout est parfait. L'autre question. L'autre question... Non, mais la première. Elle est idiote. Parlons de ce qui existe. Mais c'est fascinant pour un historien. Mais oui, le crottin de cheval aussi est fascinant pour les mots. Je ne suis plus à imaginer que votre génie se serait plié à n'importe quelle technique, dodécaphonique ou autre. Mais vous confondez la technique et la mode. Moi, je ne me suis jamais soucié de la mode. Je suis né au bon endroit à la bonne époque. Ça a été ma seule chance. La 10e symphonie, c'était une commande de Londres. Précisément, et j'y suis particulièrement attaché. Mais les Anglais sont des gens charmants, mais mous.
Vous n'avez pas fait commande trop tard. Nous vous offrions 300 guinées, vous en vouliez 400. Alors nous avons laissé tomber. C'était trop. Ah, vous n'étiez pas encore ce que vous êtes devenu. Oh, je sais que votre fils trouve que ma 9e est trop longue. Oh! Ah, je suis d'accord avec lui. Ah, on ne peut pas travailler dans le génie pendant 1h15. La 10e aurait duré 1h30, avec encore davantage d'instruments, la folie des grandeurs, quoi. Je sentais la mort venir, j'ai voulu marquer mon siècle. Alors que Boccherini l'a fait, lui, avec son simple menuet. Enfin, vous voyez quoi, à 400 guinées, au nombre de notes avec ma 10e, faisait encore une bonne affaire. Une nation de boutiquiers comme la vôtre aurait dû s'en rendre compte. Le veau est délicieux. Ah non, le veau, c'est Irmgard. Quel est le petit B? Qui est l'éternel bien-aimé? Qui? Die ewige Geliebte. Oh, comment? Après votre mort, on a trouvé dans un tiroir secret de votre bureau 3 lettres. Nous les appelons, nous, lettres à l'éternel bien-aimé. Dois-je vous les lire? 7 juillet 1802. Mes pensées vont à vous, ma très chère, parfois avec joie, tantôt avec chagrin. Je dois vivre entièrement avec vous ou pas du tout. Mais soyez assurés de ma fidélité. Jamais une autre ne possédera mon cœur. Jamais, jamais. Oh Dieu, pourquoi faut-il se séparer d'elle? On l'aime tant. Votre amour a fait de moi le plus heureux et le plus malheureux des hommes. Mon ange, soyez calme. Aimez-moi aujourd'hui, hier, vous, ma vie, mon tout. Ne cessez jamais de m'aimer. Ne vous méprenez jamais sur le cœur de votre bien-aimé. Toujours tien, toujours mien, toujours nôtre. Adieu, Ludwig. Elle n'a jamais été postée. Mais peut-être a-t-elle été renvoyée. Je ne connais pas cette lettre. Oh, non, pardon, mais c'est faux. J'ai le droit d'oublier, non? J'ai bien oublié mes symphonies. Oui, vos symphonies, peut-être, mais une telle... Alors je mens! Oui, papa! Vous me croyez capable d'écrire cela, vous? Il suffit d'écouter votre musique. Certains vautours pensent à Margaret Villeman. Ah. Le charme est rompu. Margaret Villeman. Elle aurait été la première à en rire. D'autres penchent plutôt pour la comtesse Thérèse Brunswick. C'est déjà mieux. Du charme, de l'élégance, mais calculatrice, je le lui dis. Et les vautours dont je suis pensent à la comtesse Giulietta Gucciari. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais pourquoi jouez-vous cette sonate? Elle lui fut dédiée. Assez! Laissez-moi! Arrête, Stéphane, je t'en prie. Il le faut. Oh, notre silence, nos rêves, nos absences, cernés par des regards, à la recherche de notre chair, de nos lèvres, de notre cœur, solitaires ou envahis par la foule. Jamais deux êtres! Jamais deux êtres l'un à l'autre. Oh, mon cœur, où es-tu parti? Continuez, je vous en prie. Est-ce vous? Oui? Ne voulez-vous pas nous saluer? Je n'ose vous montrer ce que je suis devenu. Votre amour éternel est-il jeunesse éternelle? N'est-il qu'apparence? Vous êtes toujours jeune, je l'entends. Je suis aussi morte que vous. J'ai compris votre appel. Pourquoi ne pas l'avoir compris quand vous étiez vivante? Nous n'avions pas le même pouvoir. Je vous en prie, regardez-moi. Nous avons si peu de temps. Si peu de temps? Mais quelle folie avez-vous donc commise? Vous me regardez comme un vieux meuble qu'on redécouvre. Comment me trouvez-vous? Est-il besoin de vous rassurer?
Je me sens coupable à vos yeux, comme toujours. Coupable. D'être une femme, par conséquent stupide. Serais-je à vos pieds, je vous adorais. Oh mon Dieu! Luigi, vous entendez? Oui, un peu tard. Relevez-vous, je vous en prie. Oh, je ne puis vous parler si je vous vois. Puisque je vous entends, je dois au moins faire semblant d'être aveugle. Vous êtes brutal. Je n'ai pas élevé la voix. Ce sont vos propos. Qu'est-ce que je dis? La vérité. Oui, il est plus noble d'aimer un être handicapé. Cela vous part d'un éclat moral. Notre amour est né de ces obstacles, mais vous préfériez vous abandonner dans les bras de quelque nullité frivole. Je vous ai donné ce que j'avais. Et moi, je vous ai donné bien plus. Je vous ai donné mes doutes, mes incertitudes, mon malheur, ce que j'avais de plus grand, de plus intime, de plus flatteur à vous offrir. Je vous ai permis de me connaître. La vérité, quelle horreur. Loin de moi, je vous aimerai toujours. Près de moi, je vous méprise. Suis-je à blâmer de ne pas savoir aimer? D'être jeune, en bonne santé? En parlant de moi, vous ne cessez de parler de vous. Vous m'avez tout donné, oui, mais à condition que je ne garde rien. C'est juste. Que faites-vous ici? Ne vous ai-je pas interdit ces visites ridicules? Vous pleurez? Bonjour, Herr van Beethoven. Ce culte du héros est pour moi une insulte. Vous m'aviez fait la promesse solennelle que cela prendrait fin dès notre mariage. Vous avez l'air d'une petite fille amoureuse de son vieux professeur. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. J'ai tous les droits. En rompant votre promesse, vous bafouez notre code de l'honneur. Ils sont moisis. Dieu sait quelle maladie vous pourriez attraper en respirant l'air de son bureau crasseux. Et vous, jeunesse arrogante, vous espérez restaurer cette ruine? Donner à ce tas de fumier humain une once de dignité? Comte, pour l'amour de Dieu. Voyons, ma chère, nous savons parfaitement qu'il est sourd. Il ne sait même pas que nous parlons de lui. Maintenant, je vous demande de partir. Non, pas ainsi. Giulietta, évitons le scandale. Vous me menacez? Je fais appel à votre intelligence. Je sais que vous n'avez pas une grande passion pour moi, mais laissons cela à la tragédie antique. Je suis beau, riche, extrêmement raffiné, je joue très mal du pianoforte, signe extérieur de bonne éducation, et j'ai un survol d'érudition parfait. Vous êtes de la même essence. Nous avons été élevés à une dure école, dans un but bien précis, pour le meilleur et pour le pire. Comme dit le révérend père. Nous sommes donc faits l'un pour l'autre? Partons. Et Luigi? Herr van Beethoven. Herr van Beethoven peut pourrir ici. Vous cesserez vos visites à cet esprit décrépit pataugeant sans vergogne dans ce bourbier infâme. Vous n'avez aucune place dans son génie. Il ne parle que musique et ne montre que mépris pour les vraies valeurs de son temps. Sauf si elles se rapportent à sa personne. Outre ses symphonies, il nous faut supporter ses plaintes, ses gargouillements d'estomac, son ouïe défectueuse. Et je répondis à votre question? Convenablement. Comte Gallenberg, convenablement. N'êtes plus sourd? Depuis quand? Oh, je ne vous importunerai pas d'une réponse. Vous auriez pu m'avertir. Je me vengeais de vous deux. Je le regrette déjà. Pourquoi? C'est inutile. On imagine toujours que les mots sont plus durs qu'ils ne le sont dans la réalité. Je prenais Gallenberg pour une canaille, alors que ce n'est qu'un imbécile. Je vous présente mes excuses, c'est l'usage. Pour avoir été sincère, rassurez-vous, vos excuses vous ont remis dans le droit chemin de l'hypocrisie. Je ne me laisserai pas insulter. Alors faites comme moi, devenez sourd. Beethoven, si vous étiez gentilhomme, je vous en demanderais satisfaction. Gallenberg, si j'étais gentilhomme, nous ne nous connaîtrions pas. Allez, accompagnez votre époux Giulietta et il réclame satisfaction. Vous êtes plus qualifié que moi pour ça. Vous gâchez les moments les plus émouvants par votre vulgarité. Je préfère la vulgarité au manque de cœur.
J'aurais pu tout abandonner pour vous. Giulietta? Vous m'avez donné des richesses plus précieuses que celles de Gallenberg. Je vous interdis. Mais ce que vous obtenez avec simplicité, vous le détruisez par amertume. Je vous aimerai toujours. Mais la vie avec vous me tuerait. Je suis ce que je suis. Mais vous parlez au présent comme s'il restait un espoir. Gallenberg me regarde avec le peu de haine dont il est capable. Il est évident qu'avec lui, c'était plus facile. Si vous m'aviez choisi, vous l'auriez oublié. Mais puisque vous l'avez choisi, vous ne m'oublierez jamais. Je n'ai pas choisi Gallenberg. C'est vous qui n'avez pas voulu de moi. Moi, je n'ai jamais rien désiré autant que vous. Je le sais. Et j'étais consentante. À moitié consentante. Vous n'avez jamais su faire la part de l'émotionnel et du raisonnable. Maintenant, vous avez choisi comtesse Giulietta Gallenberg. Il est trop tard, vous avez prononcé vos vœux. Mais vous ne serez jamais débarrassé de moi. Et nous ne pourrons guère nous éviter dans les salons de l'éternité. Vous gâchez tout. Comme d'habitude. Restez dans votre solitude, puisque vous l'aimez tant. Vous êtes encore plus sinistre depuis que vous entendez. Regardez-moi bien, Luigi. Nous nous voyons pour la dernière fois. Je vous l'avais bien dit. J'avais raison de vous renvoyer vos lettres, Herr van Beethoven, avec les compliments du comte Gallenberg. Il ment! Il ment! Je n'ai jamais envoyé ces lettres! Elles étaient trop belles pour être partagées! Et pourquoi avoir fait cela? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Elle vous adorait, c'est clair. Oh, vous êtes le dernier à pouvoir parler d'amour, nom de Dieu! Oh, oh! Enfin, vous qui êtes si sensible, pourquoi vous n'avez pas fait un effort pour comprendre les femmes? Vous n'avez pas de temps à perdre. Je n'ai écrit ces lettres à personne, je les ai écrites à point, c'est tout. Oui, Voilà. mais n'était-ce pas précisément du temps perdu? Pas quand on est seul, intolérablement. Enfin, comment peut-on écrire de telles lettres à personne? C'est impossible. Évidemment que c'est Qu'est-ce que impossible. vous en savez, vous? Plus que vous, maître, c'est pas difficile. Non, Pascal. C'est vrai, il a raison. Quelle perspicacité, jeune homme. Des lettres pareilles sont forcément dédiées à quelqu'un. J'étais stupide d'essayer de vous abuser. Non, non. Et maintenant, je me souviens, je n'ai pas écrit ces lettres par amour. Je les ai écrites par besoin charnel. Ça non plus, ce n'est pas possible. Mais vous voulez me faire perdre la foi, mon père, ou quoi? Il m'en faudrait bien plus que cela, mais je ne peux pas vous influencer ni en bien ni en mal. Il y avait près de chez moi un fermier, ivrogne, dissolu, dépravé. Son sourire était un cimetière de dents pourries, un parfum d'outre-tombe. Mais cette charogne avait une fille aussi peu vertueuse que son père. Mais elle avait une vertu qui rachetait tous ses vices. Elle était jeune. Elle était jeune. Lise Fleiberger. Mais rien n'est sacré pour vous. Ah, je ne serais pas un vautour si je n'allais pas au fond des choses. Mon appétit est insatiable. Comment connaissez-vous cette fille? Et par les écrits de Grillparzer et de Ferdinand Ries. Vous aimiez bien vous cacher pour observer les jolies femmes, hein, ça vous faisait rire. Ries, Grillparzer. On croit connaître ses amis. Ah non, non, vous n'allez pas partir. Nanu! Wie geht's, große Künstler? Comment allez-vous, grand maître? Was ist los? Bist du taub geworden? Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu sourd? Weiter, weiter. Retourne à ton travail. Warum bist du so unangenehm geworden? Pourquoi es-tu si méchant? Bist du noch nicht satt, altes Schwein? Tu en veux encore, vieux coche, Satine? Kommt da jemand? Na, da kann ich dich ruhig wegmachen. Zu kotzen ist das, Sie billige Hure! Und ist besser von hinten, große Künstler? C'est vrai.
Je me cachais pour la contempler. Mais dès qu'elle m'apercevait, j'avais la sensation de visiter une prostituée. Ça n'est pas tellement la vision de son corps de fille de ferme qui m'excitait, non, c'était l'image que je m'en faisais. Elle n'a jamais rien compris. Vous n'allez pas prétendre que vous avez écrit des lettres d'amour à cette fille. Mais bien sûr que non, mon père ne savait pas lire. Ah. C'était pour brouiller les pistes du vautour. Mais vous ne trouvez pas qu'elle ressemblait à Irmgard? Mais c'est vrai, il y a un petit air de famille. On s'est pas aperçu. Ressemblait à qui? À Irmgard. La petite Autrichienne. Mein Gott! Voilà pourquoi j'ai été si grossier avec elle. Oh! Oh, mes amis, mes très chers amis, et vous l'êtes tous, il va falloir que je m'en aille, que je me repose. Mon malheur vient de ma solitude. La solitude est la mère de tous les vices. Oh, je voudrais qu'il n'y ait qu'une seule personne qui sache tout de moi, Dieu excepté. Mais dans un sens, mon père, Dieu, est encore plus sourd que moi. N'avez-vous rien de plus à nous dire? Méchant madame, vous avez tout su de moi ce que vous désiriez. Le gentil vautour en sait plus long sur moi que je n'en ai moi-même oublié. Même le révérend père, dont les méditations futures ne seront plus jamais troublées que par l'orgue infernal de Miss O'Reilly. J'ai donc la sensation d'avoir accompli mon devoir, David. Mais avant de partir, je voudrais que vous m'envoyiez cette fille-là. Comment s'appelle-t-elle? Lise Fleberger. Non, Irmgard Tiefenbrunner. Irmgard Tiefenbrunner. Il faut que je lui présente mes excuses. Vous désirez la voir seule? Oh oui, toute seule. Oh. Oh. Pouvez-vous m'entendre? Vous vouliez me voir? Hein? Oui, n'ayez pas peur. Oh, pourquoi vous ferais-je peur? Je suis fatigué de dire cela. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main. Je n'ai plus envie de plaisanter, je n'en ai plus la force. Donnez-moi votre main. Je vous ai traité honteusement à cause de votre ressemblance avec cette fille qui n'a mérité que mon mépris. Je vous prie de me pardonner. Oh, maître, je vous retrouve enfin, j'étais tellement déçue. Oh, écoutez, je vous ai déjà demandé pardon, ça devrait suffire. Mais à 8 ans, je gardais tout l'argent de mes bonbons pour entendre vos concerts. J'étais déjà amoureuse de vous. C'était trop tôt pour que ça. Pourtant, c'est toujours vrai. Je me donnerais à vous si c'était encore possible. Flatteur et troublant. Je vous jure. Vous êtes amoureuse de ma musique, c'est elle que vous désirez, pas moi. Je suis à vous. Bah, vous êtes vivante, vous pouvez vous permettre le luxe d'un tel fantasme. Mais il n'y a pas autre chose. Que voulez-vous dire? Regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette pommette rose et cette lueur dans le regard? Mais je suis seule avec vous? Pas de romance à l'italienne. Il n'y a pas une nouvelle vie qui s'agite, là. Pas encore. Mais c'est vrai, je suis enceinte. Ça ne se voit pas? Quel est l'imbécile heureux? Vous le connaissez? Le critique? Non! Je connais pas grand monde. Le Torino? Mais non! Le révérend père? Mais non! Pascal! Oh, je n'en aurais jamais cru capable avec des symphonies pareilles. Mais c'est à cause d'elle. Je l'ai consolée comme une mère, nous sommes devenus complices. Et un soir... Écoutez, je ne peux pas me permettre de juger Pascal. Il est frais et naïf comme un concerto joué d'un doigt. Si vous pensez qu'il a du talent, rendez-le malheureux.
Vous êtes une femme, vous saurez vous y prendre. Si vous pensez qu'il n'en a pas, soyez bonne et douce en guise de consolation. J'ai compris. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah, vous m'avez demandé de juger moi-même. Vous êtes une maîtresse femme, vous. Une Amazon. Vous aurez votre enfant, comme on vit d'un verre de schnapps. Vous l'aimez? Pas encore. Mais vous souhaitez l'aimer? Oui. Alors prenez votre temps. Les parents savent. Ah, les parents n'ont aucun instinct dans ce genre de choses. Allez, partez tous les deux tout de suite. Ah non, 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 mais non. si, rompez les amarres. Mais oui, mais nous pensons à Mais moi eux. aussi, je pense à eux. Faites-leur la surprise, laissez-les se consoler mutuellement. Allez, mais maintenant, appelez-les parce que je n'en ai plus pour longtemps, là. Je n'en ai plus pour longtemps. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Hein? Ah non, hein, pas maintenant, hein. Mais j'y vais, je dirais qu'il n'y a personne. Salut Pascal. Ah, je tombe à pic. Je venais justement prendre des nouvelles de notre illustre patient. Oh, qui est-ce? L'autorino? Oui, écoutez, vous tombez mal, docteur. R. von Beethoven s'apprêtait à partir. Mais au contraire, je vous suis infiniment reconnaissant. Oh, vous êtes le seul médecin que j'aurais jamais remercié. Oh, oh. Toute ma vie, j'ai maudit ma surdité. Mais maintenant, je vois qu'elle m'a permis de chercher la vérité, la beauté. Mais bien cher frère. Mais je ne vous entends Avant pas. que M. Beethoven ne Je vous ne vous quitte. entends pas. Je vois bouger vos mains, je vois bouger vos bras, mais je ne vous entends pas. J'ai retrouvé ma chambre silencieuse, la tranquillité suprême. Ah, vous poursuiviez le moindre de mes secrets. D'ailleurs, vous en avez découvert que j'ai moi-même oublié. Mais je sais des détails que vous ne connaîtrez jamais. C'est sage que l'humanité les possède. Mais c'est la découverte à ceux qui ont des ambitions moins hautes. La découverte, mais c'est la fin du mystère. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher sans jamais trouver. Toute ma vie, je n'ai fait que quelques pas vers l'infini. Ah! Le silence absolu. Maintenant, je peux me réentendre. Sans cela, je n'aurais jamais composé. L'ennui, quand on entend, c'est qu'on a souvent la tentation d'écouter. Bien entendu, je ne vous prendrai pas d'honoraires. Ah bah, il manquerait plus que ça. Ah non, je vous demande pardon. Merci de votre générosité, merci. Vous êtes en voiture? Oui. Peut-être pourriez-vous raccompagner le père... Fide, avec un Y. Voilà, le père Fide avec son Y jusqu'à son église. C'est à 2 pas. Avec plaisir. Je vous remercie, monsieur Folguet, c'était très intéressant. Oui, comme vous dites, comme vous dites, comme vous dites. Vous raconterez tout au docteur pendant le trajet dans la voiture. Ah, s'il vous plaît, oui. Voilà. Mais puis-je... Non, je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Si jamais, par Mais non, hasard... je n'y manquerai pas. Effacé? Oh non, c'est pas possible, ça. Je ne sais pas comment ça marche. Je vous ai regardé faire, mais je ne sais pas. J'espère que je ne vous ai pas contrarié, mais c'est la nuit, je ne peux pas dormir. Je sens qu'il faut que je parte. Je suis descendu, au cas où je devrais partir sans prévenir. Je tiens à vous remercier et à vous dire... Oh, pouvez-vous m'entendre? J'essaierai de vous envoyer un signe, si je peux vous atteindre. J'essaierai de vous envoyer un signe. Oh merde! Merde, merde, merde! Pendant 2 jours, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Nous étions encore sous l'emprise de ce qui s'était passé. Et puis le matin suivant, Pascal et Armgard apparurent dans l'entrée avec le peu de bagages qu'ils possédaient. La conversation manquait d'entrain. Bon, bah...
s'en va. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on a loué un studio, mais juste à côté, Carnaby Street. Vous avez loué un studio? Ensemble? Non, mais vous êtes amoureux ou quelque chose comme ça? Non, pas exactement. Je vais avoir un enfant de Pascal. Oh! C'est tout à fait ridicule, ça. Vous allez avoir un enfant de Pascal à Carnaby Street? Mais, enfin, il reste 6 mois. D'ici là, tout peut changer. Bon, le taxi nous attend. Oh, vous auriez pu nous prévenir. Avec Beethoven à la maison, c'était pas facile. Bon, enfin, je suppose... Non, j'ai payé le premier mois d'avance. Avec quoi? Ben, avec mon argent. Avec mon argent. Et après? Ben, j'ai trouvé un job. Quel genre? Je joue du piano dans une crèche. Je m'attends à tes sarcasmes. Ah non, il n'y en aura pas. Je te félicite. Bon, le taxi s'impatiente. Non, Pascal, tu pourrais m'embrasser. Mais je suis encombré, maman. On habite à 2 pas, à Carnaby Street, numéro 2. C'est pas la peine de me donner, enfin. Irmgard. Ah, je m'en vais, madame, vous m'avez renvoyé. Moi, quand? Très souvent. Et j'emmène votre fils. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Oh! Mais vous avez dit au taxi que vous alliez à 50 mètres? Nous y avons pensé, nous passons d'abord à l'agence chercher un emploi pour Irmgard. Et vous croyez qu'on vous attend? Enfin, je parle du taxi. Mais nos bagages sont dans le coffre. Vous pensiez avoir fait beaucoup pour moi, n'est-ce pas? Mais je vous ai amené Beethoven. Et si ça vous intéresse, nous partons sur son conseil. Ah oui, je n'ai pas eu besoin de lui dire que j'étais enceinte, il le savait. Non, mais empêchez de partir, voyons. Mais empêchez de partir. Empêchez de... Oh! Mais tu es un monstre. Oh, écoute, Oh. tes larmes m'ennuient autant qu'elles ennuyaient Beethoven. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Sans Pascal, je n'ai plus de raison. Bon, mais qu'étions-nous avant la naissance de Pascal? Rien, moins que rien. Tu donnais des récitals minables pour survivre et moi j'essayais de parfaire mon quatuor incomparable. Ben, nous vivions d'amour et d'eau fraîche, nous étions heureux. Si nous ne l'avions pas été, Pascal ne serait pas là aujourd'hui pour nous tourmenter. Oh, mais Pascal ne m'a jamais tourmenté. Oui, oh, il a eu sa part. Et moi, comme un connard prétentieux, j'ai eu la mienne. Non, enfin, tu n'as pas l'air ému par son départ. Je ne le montre pas. C'est ce qui fait ma force. Qu'est-ce que tu... Mais quel que soit mon sentiment, je suis sûr qu'il a très bien fait de partir. Qu'est-ce que tu penses d'Irmgard? Allez, franchement. Franchement, je ne peux pas l'avoir. Eh bien, tu vois. Ah bah oui, mais ça regarde Pascal. S'il préfère les pruneaux acides avec les seins en balle de ping-pong et les cuisses en batte de cricket, moi je lui souhaite bien du plaisir. Moi j'ai toujours préféré la délicatesse, le charme, une certaine mélancolie. Non, je t'en prie, arrête de me faire la cour, c'est plus de notre âge. Oh, mais qu'est-ce que l'âge a à voir là-dedans? Tiens, regarde Beethoven, à 214 ans, il n'a jamais été aussi gamin. Mais tu es aussi gamin que lui. Eh ben alors, il y a de l'espoir. Non, voici, ce qui me déprime chez Pascal, c'est qu'il n'est ni jeune ni vieux. Non, émotionnellement, il est resté très jeune. Ben, la paternité fera changer d'avis, crois-moi. Oh, Stéphane, tu crois qu'on pourra avoir l'enfant? Ah, alors ça, rassure-toi, nous l'aurons sur les bras dès qu'ils ne pourront pas s'en occuper. Et dire que c'est Beethoven qui leur a conseillé de partir. Ah non, c'est à elle qu'il l'a conseillé. Et d'emmener Pascal. Vois-tu, avant son arrivée ici, nous étions encore beaucoup plus sourds que lui. Et maintenant? Je commence à écouter, et toi aussi. Pour la première fois depuis bien longtemps, grâce à lui, nous nous comprenons et je te tiens dans mes bras. Tu tiens ta victoire, mon gentil vautour. Restons-en là. Je vais faire le déjeuner, il n'y a plus de cuisinière. Mais c'est la Bérésina! Fuyons à la cuisine, voir si Beethoven, dans l'extrême générosité de son génie, a laissé quelques restes dans le frigo. Et sinon, nous irons faire la queue au drugstore. Oh, Stéphane, mais où étais-tu depuis 20 ans? Devant mon miroir. Et qu'est-ce que tu voyais? Moi, qui me contemplais avec satisfaction. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas. Je ne vois personne. Regarde le clavier. Beethoven m'avait dit qu'il nous ferait un signe. Stéphane, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais je connais pourtant toute son œuvre.